Bienvenue sur Les Achievers, le podcast qui vous ouvre les portes du business et de la vente. Et qui de mieux pour le faire que les personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour vendre, les commerciaux. Évidemment, on ne vend pas de la même manière, en B2B ou en B2C, en fonction de la nature de son offre, de son secteur ou de la maturité de son entreprise. Alors chaque semaine, je vous propose une double immersion. Je reçois une personne qui nous expliquera son marché et sa réalité de la vente. Je suis Audrey Pétro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour Johan. Bonjour Audrey, ça va? Ouais, et toi, comment ça va? Oui, très bien. Ouais, écoute. Je suis super contente que tu aies accepté l'invitation sur Les Achievers. Je t'ai découvert quand Ahmad a fait l'annonce de ta prise de poste il y a quelques mois de cela en tant que directeur commercial chez Bouscapé. Je vais pas teaser, je vais te laisser te présenter. Dans tous les cas, je suis super contente que tu aies accepté l'invitation pour plusieurs raisons. Parce que je pense que je fais partie des auditrices, audiences de Bouscapé. Ouais. Je sais pas comment du coup on s'appelle, puisqu'aujourd'hui vous avez plusieurs types de médias. J'aime bien parler d'audience, ouais, d'audience affine, ouais. Ok, tu vois, tu vas nous apprendre aussi pas mal de termes, je pense, aujourd'hui. Donc, tu travailles chez ce média qui, aujourd'hui, est devenu la référence de la culture hip-hop en France. Et je pense que c'est assez drôle parce que dans des secteurs avec une forte portée symbolique, j'ai l'impression qu'on a souvent du mal à se figurer qui sont les personnes qui travaillent un petit peu dans l'ombre. Tu sais, on en avait un petit peu parlé la première fois qu'on a échangé. Quand tu penses aux arts, au sport, etc., t'as souvent du mal à te dire que, par exemple, il y a un comptable derrière, que il y a une personne qui a au une niveau équipe de la finance, qui a un directeur commercial. Mais tu sais, ces fonctions qu'on attribue aux entreprises un petit peu classiques, ouais, tu vois. Tout à fait. Ouais, les hommes de l'ombre, quoi. C'est ça. Les hommes et femmes de l'ombre, pardon. C'est ça. Et on voit souvent que les têtes d'affiche, que les fondateurs, etc. Donc ça m'intéressait pour cet aspect-là. Aussi, quand Ahmad fait l'annonce de ta prise de poste, je regarde ton profil. Et en fait, je vois que tu as passé, je crois, une dizaine d'années chez un autre média de référence dans le rap. Et je vois que c'est rap média, beaucoup ton parcours. Je me trompe peut-être, mais après, tu vas nous en parler. Et du coup, je fais peut-être un raccourci, mais je me dis, bon, je pense qu'il doit être passionné par le sujet. C'est important. Ouais. Ah, ça va être très intéressant parce que je pense que tu peux être comptable un jour, je sais pas, chez Hermès ou tu vois au sein de la FIFA et après te retrouver comptable je sais pas chez EDF, voilà. Mais toi il y a un vrai fil rouge, c'est un secteur. Mais tu verras dans le parcours qu'il y a eu des déviations, des questionnements, des tests aussi, mais hyper constructifs. Très bien, tu vas nous raconter ça. Dans tous les cas, c'est les raisons pour lesquelles je voulais t'inviter. Je pense qu'à l'issue de l'épisode, j'aimerais qu'on ait apporté des éléments de réponse aux questions que moi en tout cas je me pose. La première c'est dans ces secteurs-là, qui peut occuper ces postes? Qui peut être directeur commercial chez un média de référence? Je veux comprendre comment ça se passe en réalité. Donc, ça fait quoi de participer, de représenter et de vendre la culture, une partie de la culture? Quand on est commercial, quel impact, du coup, on peut avoir sur cette culture-là de par sa fonction? Je voulais aussi savoir si t'es suffisamment à ton poste exposé à cette passion. Est-ce que même parfois on en est un peu rassasié? Toutes ces questions-là. Et je pense que ça va être intéressant parce que ce que tu viens de dire, être un peu passionné, c'est important. Et ça va être l'occasion de répondre à cette question. Je pense que beaucoup de profils commerciaux se posent. C'est je dois aimer mon produit ou très bien le connaître pour bien le vendre. Donc c'est un petit peu le programme. Si ça te va, ça me va. Ça me va, clairement. Eh ben, je te laisse te présenter. Qui es-tu et que fais-tu aujourd'hui? Donc, Johan Wari. Écoute, je suis directeur commercial chez Bouscapé depuis maintenant quelques mois. Qui je suis, donc, originaire d'Orléans, à la base. J'étais sur Paris, j'ai fait mes études sur Tours un petit peu aussi, études supérieures, un DUT GEA. Ensuite, école de commerce sur Orléans, puis départ sur Paris en stage. Je raconte ce passage parce que c'est important. J'avais 2 choix de stage. J'étais pris chez Chrysler-Benz au marketing et un autre stage chez Skyrock dans le service promo par le biais de relationnel, d'une connaissance, etc. Enfin, un bon pote.
et qui est devenu un ami avec le temps. Et puis, je mets le point sur le relationnel parce que c'est important dans tout le parcours de vie, en fait. Je fais le choix d'aller vers plutôt la passion. Gros fan de hip-hop. J'ai grandi avec ça. C'est quelque chose qui a révolutionné. Et je te parle de ça, on est en 2004. Donc, le hip-hop a une place importante. Mais on reste toujours sur quelque chose d'assez niche, ou en tout cas avec pas mal d'a priori, etc. Mais à l'époque, Skyrock a quoi, déjà 8 ans? Ouais, facilement. On est dans les belles années aussi. Il n'y a pas eu encore Urban Peace, concert Stade de France, etc. J'ai connu ça. Mais moi, je rentre sur la partie promo. Je fais 6 mois de stage. Ça se passe très bien avec et mon maître de stage qui est devenu un ami de plus de 15 ans aujourd'hui. Et que j'ai recroisé plusieurs fois dans mon parcours professionnel, forcément, etc. Voilà, ouais. Il y a toujours des connexions. Et ce qui est intéressant, c'est que je rencontre le directeur commercial à l'époque de Skyblog. Donc Skyblog qui est très digital, qui monte en puissance, et il me propose un poste de chef de pub au sein de la régie. Moi, j'aime beaucoup la pub, avec des références de séries des années 90 où on voyait la pub, c'était super. Il y avait plein de points positifs, et j'aime bien le côté créatif. Et puis je suis d'une époque où il y avait aussi cette émission que tu as peut-être connue, Culture Pub, oui, où on mettait en avant la créativité et on s'apercevait, enfin c'était cette première génération qui grandissait avec la pub et avec de la créativité dans la pub. Enfin voilà, c'était hyper intéressant, mais très génération télé. Puis on sort de la bulle internet à ce moment-là et Skyblog prend très bien. Je suis chef de pub sur le secteur entertainment, ciné, DVD, jeux vidéo. Et je commence en connaissant très peu le digital, mais j'apprends au fur et à mesure, en fait, tous les jours. Et surtout, on est sur le premier réseau social de blog. On est à la genèse de plein de choses qui viendront plus tard, le programmatique, retargeting, etc. On rentre et on fait ça ensemble avec l'équipe et on monte très vite. Je crois qu'on était monté de 500 000 à 22 millions d'euros, tu vois, en quelques années sur Skyblog. Puis l'arrivée de Facebook. Ça vous a mis un coup dur, du coup. Ouais, qui est compliqué à gérer, mais c'est intéressant de connaître à la fois la croissance. Moi, j'évolue en même temps. On recrute. Je passe de chef de pub à Dirkly, puis Dirkly en interne, on me dit en fait, faut gérer une équipe sur le digital. Et puis Facebook fait que on rapproche un peu plus la régie radio et la régie digitale. Je prends un poste pour gérer à la fois, on va dire, la partie entertainment global, radio, digital, mais aussi avec un spectre plus large qui va aller vers, on commence déjà les opérations spéciales. Il y avait déjà une très bonne équipe, mais tout se modifie et je profite, on va dire, un petit peu de l'opportunité qui se fait naturellement et je prends le poste de dire commercial OPS. Ok, c'est quoi les opérations spéciales? Les opérations spéciales, c'est tout ce qui va être hors spectre de la pub classique. Tu connais les spots en radio, tu connais les bannières, ce qu'on appelle le display en digital. Et bien là, dès qu'on était sur, voilà, je veux faire une intégration à l'antenne avec Diffoul, avec autres, je veux quelque chose avec une page dédiée sur le digital qui va parler de mon film, qui va parler de cette chaussure. Je voudrais inviter des auditeurs, je voudrais inviter des Skynotes, etc. Voilà, on travaillait, dès qu'on sortait des sentiers classiques, on rentre dans de l'opération spéciale. Et puis l'opération spéciale, avec le temps, est passée sur le terme brand content, création de contenu pour les marques. Mais en vérité, ça reste de l'opération spéciale. Et après, on évolue et surtout, on transforme des idées aussi qui étaient présentes et on les fait évoluer avec les usages. Parce la priorité, c'est aussi les usages, de comprendre les usages, l'évolution et de jouer avec ça, on va dire. L'histoire se termine chez Skyrock et je passe dans une toute autre régie. Je rejoins mon ancien DG qui était chez Page Jaune, rien à voir, tu vois. Mais au sein de Page Jaune, il y a une régie qui s'appelle Horizon Média, qui est très digitale. Et moi, j'avais besoin aussi de continuer sur le digital. Je trouvais ça intéressant. Puis, je rejoins aussi une aventure humaine. Parce qu'avec mon DG, je sais qu'il y a une relation de confiance. À l'époque, Horizon Média gère, je crois, un peu plus de 25 sites en régie externe. Donc, on s'occupe d'eBay, de Fnac, d'Infoconcert, de plein de sites complètement différents, mais dont le cœur de métier reste, on va dire, l'e-commerce, mais qui souhaitent aussi attirer des annonceurs pour faire de l'opération spéciale. Je prends un exemple. eBay veut mettre en avant des opérations brand content. Moi, je vais chercher des annonceurs et leur proposer, par exemple, des ventes privées avec telle personnalité
on ne parlait pas d'influenceurs encore à l'époque, pour faire une vente privée des meilleurs choix, sélection de telle personnalité D'accord. sur eBay pendant 24 heures avec des promotions exclusives, etc. Ça veut dire que tu avais un pool et tu étais en contact permanent avec des gens qui étaient un peu influents, en fait. Tout à fait. On allait chercher, en fait, surtout les gens du moment ou par des personnalités ou sinon, parfois par des fonctionnalités. Parce que, au même moment, tu as la montée en flèche du mobile. Il y a pas mal de choses aussi qu'on faisait en digital, techniquement, qui étaient plus possibles parce que tu faisais plus de JavaScript, etc. Du Flash, tu pouvais plus faire ce que tu voulais en digital parce qu'il y avait des normes. Donc voilà, tu t'adaptes aux normes légales, tu t'adaptes aussi aux usages qui sont de plus en plus mobiles et tu construis avec ça. On avait Mappy aussi en commercialisation, on faisait des chasses au trésor sur Mappy. Voilà, on comprend l'usage pour ensuite proposer des concepts. 1 an et demi de ça, très intéressant, mais je suis pas assez passionné par tout ça. Par le secteur. Par le secteur. Mes clients, annonceurs, c'est hyper intéressant parce que tu fais de l'empathie, tu comprends. Moi, j'aime beaucoup comprendre les problématiques des marques pour essayer de les amener sur la bonne réponse, le bon concept, etc. Donc ça reste toujours quelque chose qui me passionne. Mais à un moment donné, t'as pas non plus, en tant que régie externe, j'avais pas un lien direct au quotidien avec tous ces éditeurs. Tu défends pas une entité. Une marque, ouais. C'est assez complexe. Et puis surtout, j'ai l'opportunité de rencontrer des social media managers, qui s'appelaient pas vraiment comme ça à l'époque, avec un collègue, ami que je connaissais depuis longtemps, qui était mon directeur co chez Skyrock. On décide de monter notre propre structure. À l'époque où on voit des grosses communautés Facebook qui sont sur plusieurs thématiques, qui ont des millions d'abonnés. Et on se dit qu'il y a pas mal de choses à faire avec ces nouveaux médias. Et au même moment, on voit que Minute Buzz arrête son site pour devenir 100% page Facebook, communauté sociale. Donc on se dit qu'on est dans le bon filon. Mais nous, on va intervenir avec nos social media managers comme une régie externe pour pas mal de grosses communautés Facebook et Instagram qui commencent tout doucement à monter. Et on va commercialiser des opérations d'amplification de brand content au sein de ces pages et de ces nouveaux médias. Titre d'exemple, des médias reconnus sur Facebook autour du foot, t'as l'équipe, peut-être RMC Sport à l'époque. Sauf que, à côté de ça, t'as énormément de pages comme La Beauté du football ou d'autres qui sont construits avec le temps, avec une nouvelle patte, on va dire éditoriale, des médias émergents avec des grosses communautés, un ton différent, mais aussi ils ont besoin de vivre et d'avoir un business model parce que monter une communauté Facebook, c'est beau, mais maintenant, comment je vis, comment je paie aussi les équipes, tu vois, 1 année, 2 ans, c'est bien, mais à un moment donné, tu as aussi besoin, le nerf de la guerre reste le modèle économique. Ça se passe très bien, on commence à faire pas mal d'opérations d'amplification, on propose soit de la création de contenu sur ces pages adaptées, soit de l'amplification de bandes-annonces, tu vois, parce que on croyait déjà beaucoup au fait que quand une communauté ou une page ou un nouveau média référence, je vais prendre l'exemple d'un film, une bande-annonce, t'as un côté bouche à oreille, caution, plus fort que lorsque tu fais de la pub classique en disant « Regardez la dernière bande-annonce de... » et tout est très lisse et c'est super, ok. Mais je pense que tout à chacun a besoin de ce côté bouche à oreille, référencement, et donc la caution marque média devient aussi importante. On fait ça pendant à peu près 2 ans, et à un moment donné, et ça fonctionne plutôt bien, mais moi j'ai plein de questionnements, ça fait pas mal d'années que je fais ce métier-là, et à un moment donné, je commence à être, à tourner en rond et à exploser par rapport au modèle économique qu'on veut avoir, etc. Et bref, je fais le pas, je vois mon associé, on en discute ensemble et lui décide de continuer et moi je décide de faire un stop. Mais il y a plein d'enjeux aussi qui rentrent autour de questionnements, de vie et tout. Ça faisait pas mal d'années que j'étais rentré dans ce milieu-là. Et à un moment donné, je fais le choix, qui est peut-être un peu violent, mais de partir et surtout de voir ce que je veux faire après. Parce que j'ai toujours pensé j'ai été dans cette éducation-là, que tu peux avoir plusieurs vies dans une seule vie. Vie professionnelle, pardon. Et du jour au lendemain, je pars. On fait bien les choses quand même. Et au bout de même pas 2 mois, je commence à tourner en rond.
je me pose la question de revenir sur le marché. Oui, mais comment? Parce que j'ai connu que ce type de métier. Et au final, il faut écouter les signes. En parlant avec ma famille, mes cousins, etc., qui ont eu une boîte dans le BTP, ils me disent, voilà, nous, on a besoin de monde sur le terrain. On a de plus en plus de chantiers dans Paris, des belles galeries, des restaurants à rénover. Leur société elle a plus de 10 ans. Mon père, il est associé avec eux. Et je leur dis, bah écoutez, moi, je suis des projets. Je suis pas technique, mais je vais suivre un projet. C'est en fait l'analogie de faire du bâtiment ou construire une galerie, rénover une galerie d'art versus vendre un projet, le construire en publicité, une opération spéciale en plus ou brand content qui va demander à parfois aller chercher des prestats que tu connais pas ou peu et t'intéresser, etc. Je dis, moi, je sais gérer un projet, je sais faire des rétro-planning, je sais parler aux équipes, et puis j'ai un peu ce côté caméléon à pouvoir parler à la fois avec les mecs du terrain. Et les décideurs un peu haut placés. Voilà, tout ce qui est architecte, client, etc. Mais alors du coup, tu fais ce move-là. Ouais. Est-ce que c'est un move que tu aurais fait si ça avait été hors famille? Je l'aurais pas fait naturellement comme ça, parce que pour tout te dire, j'ai même lancé en parallèle, par équivalence de diplôme, j'avais obtenu une carte de transaction immobilière. Ah bon? Ouais. Et au final, cette carte de transaction immobilière, je me suis dit, c'est un truc que je garde parce que j'avais pas mal de relationnels en famille sur des entrepôts logistiques. Moi, je suis d'Orléans et c'est très logistique. Oui, c'est vrai, ouais. Et ce qui fait qu'on se dit avec mon père, gardons ce truc-là, parce qu'avec notre relationnel, mon père avait une société de transport et du coup faisait pas mal de logistique et il gardait toujours un pied dedans. C'est quelqu'un d'assez curieux. C'est une bonne école pour moi. Il revient souvent dans mes propos, mais dans le propos d'énormément d'invités, les familles. De toute façon, c'est un peu l'ADN, tu vois, de tous. Mais c'est quand t'as un bon exemple. Après, ça, faut faire attention aussi de pas essayer de faire du copier-coller, mais l'idée c'est que on s'ouvre quand même cette porte-là. Et en parallèle, de temps en temps, on fait des petites actions de transactions immobilières, on met en relation, etc. Et je découvre aussi ce milieu-là, mais qui reste de la vente, hyper intéressant. Je fais le métier BTP, ça me donne plein d'idées pour après. Parce que je pense à la reconversion, j'ai toujours pensé à ça dans la publicité. Rester jusqu'à maintenant, en plus avec le changement retraite, 64, 67, 68 ans. On y pense. Jusqu'à 68 ans, tu vois, dans la pub. Je me dis, mais en fait, à 60 ans dans la pub, soit t'es boss, soit tu fais un peu tâche, quoi. Parce que, malheureusement, il y a très peu de personnes dans la pub qui, à part sur des hautes fonctions, sont encore présents. Donc, c'est plein de petits enjeux. Mais c'est un vrai sujet parce qu'en effet, je pense qu'en plus, tout ce qui est créativité est très lié aux jeunes générations. Tout à fait. Parce qu'il y a la créativité, elle est liée aussi à la passion, à la curiosité. Et il y a une chose que moi, je garde, c'est que j'essaie de garder cette curiosité. Je trouve ça hyper important parce que curiosité veut dire aussi s'intéresser aux gens, aux nouvelles générations. Et c'est hyper important pour, je reviens aux usages, comprendre les usages, etc. Et parfois, quand tu vieillis, t'as tendance à perdre un peu cette curiosité. T'as une expérience, t'as une expertise sur plein de sujets, mais t'as aussi ce manque de curiosité parce que peut-être manque de temps, parce que peut-être aussi que c'est lié à la sagesse que tu prends, mais tu perds d'un côté, tu gagnes d'un côté, mais tu perds aussi de l'autre. Peut-être que tu as moins cette envie aussi de comprendre. Mais ça, c'est une réalité. Je dis pas que c'est général. Mais... Je pense que c'est une réalité et je pense que ça dépend vraiment des caractères de chacun. Et je pense qu'en effet, passer notamment la trentaine, 35 ans, on a établi un peu nos propres règles. Ouais. Tu vois, on a essayé de beaucoup s'adapter dans la vingtaine. Puis passé 30 ans, tu sais, t'as construit un petit peu ton nid, tu crées tes propres règles, t'as moins envie de déranger. Tu sais de plus en plus ce que tu veux pas aussi. Exactement. Et forcément, ça laisse un peu moins de place à la curiosité, tu vois. C'est ça. Je me disais, donc pour revenir au parcours, que tout ça était hyper intéressant, que le BTP, j'ai appris très vite, heureusement dans un contexte aussi très, serein et plein de bonnes intentions et tout. Donc, c'était idéal. Ça m'a donné des idées pour une reconversion, mais j'aime pas dire ça, mais pour la suite. J'aime bien essayer de me projeter un minimum, même si je vis beaucoup au jour le jour. Et relationnel toujours.
je déjeune avec un ancien collègue que j'avais recruté dans les équipes chez Skyrock à l'époque, mais on était resté en contact. Chez Skyrock, il y a eu beaucoup de monde. Donc c'est l'avantage, c'était une très bonne école. Et vous êtes monté jusqu'à combien, tu l'as en tête? En effectif, ouais. Tout Sky, ça devait être 100 personnes, je crois, un peu plus de 100. Enfin, ça a dû monter sur des 140 ou peut-être 130, je dis une bêtise, mais tu vois, on comptait même plus parce que comme on était en progression, notamment en digital, là je parlais au global, mais en digital, ça allait très très vite. Mais on a aussi eu beaucoup de passages et des gens très brillants qui sont tous ensuite passés par différentes sociétés ou ont monté leur société, qui ont très très bien fonctionné et tout. Je cite pas de nom parce que sinon je vais en oublier et c'est horrible. Mais voilà, super école et super école de relationnel aussi, et notamment aussi sur le côté annonceur parce qu'on en rencontrait énormément. Et c'était hyper intéressant sur des cibles jeunes, mais et plus ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'en radio la cible évoluait pas mal. Et tout ça pour dire que donc je déjeune avec Seb et autour d'une pizza, il me dit bon voilà, moi je suis chez Altis Média, il recrute aux OPS Digit et on est en août 2019. Et il me dit passe un entretien, ça va le faire et surtout il y a des possibilités d'évolution, etc. Je dis je suis pas sûr de reprendre ce secteur-là, mais pourquoi pas, je connais quand même un minimum. Mais je suis sorti du game, entre guillemets, pendant 3 ans. Et bref, je passe l'entretien, une semaine après, il me rappelle, ce serait bien que vous veniez, mais vite, donc début septembre. Je dis ok, je vois avec madame, choix de vie, qu'est-ce qu'on fait, machin. Elle me dit écoute, c'est toi qui vois, t'as toujours fait des plutôt bons choix, et puis surtout, elle me soutient à fond, et ça c'est hyper important. C'est hyper important d'avoir une structure où familial, tu vois, ou proche, qui te dit fais, on n'est pas à la rue, l'important, tu vois, c'est un peu en dents de scie, hein, le côté financier c'est une chose, mais ça doit pas être le truc principal. Et je pense quand on entreprend, c'est encore plus une question. Et donc je choisis d'y aller. On est en septembre 2019. Je pense que c'est le meilleur move que j'ai fait. Ah oui. Avant. À 6 mois tu vois, 6 mois du Covid. J'ai fait le meilleur choix parce que c'est vrai que tout s'est arrêté. Faut se remettre dans le contexte, hein. Quand on est en 2020, tout s'arrête, bâtiments, etc. Et je me voyais, je me disais mais si j'avais été, je m'en serais sorti, mais ça aurait été très très compliqué de tout gérer parce que l'aspect financier, en effet, c'est dents de scie, etc. Mais il faut quand même un strict minimum. On parle souvent de oui, je veux faire de la reconversion, je veux tout ça. Prends en compte l'aspect financier. C'est quand même la base, c'est pas que des choix perso. Voilà, c'est hyper important. Bref, j'arrive chez Altis, ça se passe très bien. Je découvre une structure qui est gigantesque avec énormément de marques médias, 169 comptes actifs sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis dans une équipe où on doit commercialiser avec des gros objectifs, plein d'opérations spéciales, de brand, etc. sur le digital, parce que c'est un groupe qui est très télé et radio et qui souhaite se digitaliser de plus en plus, donc éditorialement parlant, mais aussi au niveau commerce. Donc j'arrive là-bas et au bout d'un an, j'avais pris un poste de Dirkly pour entre guillemets me remettre aussi le pied à l'étrier, etc. Et les changements, les réorganisations font que je passe directeur de publicité en même pas un an. Et après, je fais 2 ans encore là-bas. Alors, dans le monde des médias, que je comprenne bien en termes de structure, là, tu as parlé de directeur de clientèle, directeur de publicité. Il y a un ordre hiérarchique. C'est quoi la différence entre les deux? Ouais, alors, l'ordre hiérarchique, si tu veux, tu rentres commercial égale chef de publicité. Ok. Ils adorent mettre chef, directeur, etc. Mais pour nos petits égos de bac plus 5. Exactement, mais je pense que voilà, parfois, c'est bien aussi de vulgariser un peu le discours. Ouais. Chef de publicité égale commercial. Ouais, chef de publicité junior, senior, etc. Ensuite, tu passes sur un niveau quand tu as un peu plus de bouteilles sur un poste de directeur de clientèle. Donc, tu es capable quand même de gérer un portefeuille un peu plus costaud, d'avoir aussi la possibilité de faire des gros plans d'action, etc. On te demande un peu plus. Directeur de clientèle senior aussi, ça c'est un passage. Et puis après, tu peux arriver sur des postes de dirpub quand ça existe. Qui est juste avant le poste de directeur commercial, on va dire, ou directeur commercial adjoint. Puis après, tu as le directeur commercial. Et souvent, au-dessus, tu as, dans les grosses régies, un directeur général de la régie, de l'ensemble de la régie, puisque dans une régie commerciale de publicité, tu vas avoir, bien sûr, plusieurs
structure de commerce. Un pôle peut être organisé avec un pôle annonceur qui va avoir essentiellement les annonceurs en direct, le pôle agence qui va avoir essentiellement les agences médias, puisque les agences médias gèrent une grosse partie des budgets médias pour beaucoup d'annonceurs. Et puis, tu as souvent aussi, de plus en plus, cette cellule pôle brand content, qui est un peu la cellule créative, intégrée aussi avec bien. le studio, et qui va permettre en interne de créer du contenu pour les marques au sein de tes médias. Donc, c'est un peu organisé comme ça. Il y a plein de postes dans une régie sur lesquels tu peux être commercial, la fois sur de la pub classique, encore une fois, et puis tu peux vendre aussi du brand. Ça dépend aussi de l'organisation du média, de la puissance du média. Et alors, t'arrives comment chez Bouscapé? Eh bien, écoute, Ahmad, moi je le connais, et Fif, je les connaissais, qui sont les cofondateurs, je les connaissais depuis le début de Skyrock, parce que ils passaient dans les locaux, ils filmaient, etc. Donc on s'est toujours très bien entendu. Et on a suivi l'évolution. Après, moi, je suis sorti un peu de tout ça. Je continuais à suivre ce qu'il faisait. Et Ahmad décide déjà en 2016, je crois, il crée sa cellule Brand Content. Et en 2022, il souhaite recruter un directeur commercial. Je crois qu'il voit pas mal de profils. Et dans tout ça, à un moment donné, il tombe sur mon profil. Je le rencontre avec Florian, son acolyte, son bras droit, son associé, et on discute de la vision, de comment il souhaite amener Bouscapé sur tel et tel objectif au niveau commercial, structure. Et je me dis que c'est le bon moment aussi pour moi de retrouver un challenge, d'avoir quelque chose aussi sur un média qui est 100% digital, social, et aussi jeune en termes de cibles, parce que hyper intéressant de travailler sur des cibles. Tu vois, quand t'es la grosse machine Altis, t'as du brief, tu sais que tu vas faire tu vas avoir du volume, mais le digital n'est pas le point central non plus de la structure. Alors, pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur la curiosité, est-ce qu'aussi parfois dans certaines structures, ces grosses machines comme tu dis, on peut avoir l'impression de travailler encore un peu dans le passé, notamment quand on parle de télé? Oui et non, parce que en fait, c'est des gens il y a énormément de créatifs, c'est beaucoup d'humains aussi, parce que se dire la société veut se digitaliser, ça on l'a beaucoup entendu pendant le Covid. Se digitaliser, c'est pas se dire voilà, j'ai monté une page Facebook, j'ai monté un site, je fais ça, je fais de la pub digitale. C'est de l'humain derrière. C'est qu'est-ce que tu vas avoir en stratégie, est-ce que tu as recruté, quel est le plan d'action des équipes, et c'est l'humain qui lead l'ensemble. Donc du coup, il faut avoir les bons effectifs, il faut avoir les bonnes personnes, il faut aussi que la direction puisse entendre ce que vont proposer les équipes, et puis ensuite la direction tranche et tout. Après, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que on revient au nerf de la guerre, au budget. Lorsque tu es sur des grosses structures, dont je vais dire le terme, mais la vache à lait, ça reste quand même, tu vois, la radio et la télé, je pense, pour Altis, c'est hyper important. Le digital est un levier de développement, mais tu peux pas non plus tout restructurer pour dire je mets tout sur le digital. Bascule, ce serait du suicide. Ce serait un suicide. Ce serait aussi tirer une croix sur des médias qui fonctionnent très bien, que sont la télé et la radio. Moi, j'ai longtemps aussi travaillé en radio. Et il y a encore une base solide. Donc, tout n'est pas acheté. Donc, cette transition, elle se fait avec le temps, avec les bonnes équipes. Et surtout, j'aime bien prendre l'analogie d'un bateau. Tu vois, tu bouges pas un paquebot comme tu vas bouger un plus petit bateau comme va être Bouscapé, qui va être plus agile, avec certaines contraintes, mais cette agilité, elle est hyper intéressante. Enfin, moi, c'est ce côté-là que qui m'a beaucoup plu dans Bouscapé. Je suis pas parti contre. D'accord. Tu vois, j'en avais marre d'Altis, etc. Je suis jamais parti dans ces états d'esprit de mes d'autres choses. Voilà, nouveau challenge, etc. Et surtout une cible plus jeune. Premiers amours aussi, hip-hop. C'est un truc que je sais défendre depuis des années. Et je pense à avoir au moins cette capacité-là de faire le trait d'union entre les annonceurs et le monde du hip-hop pour ceux qui sont les plus compliqués à convaincre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'annonceurs sont
déjà baigné dans la culture. Et quand je dis hip-hop, c'est au global parce que Bouscapé aujourd'hui, c'est à la fois la musique, l'ADN, c'est hip-hop au sens large, mais tu as aussi un impact important et l'influence que peut avoir la musique hip-hop qui est premier dans les streams aujourd'hui sur le lifestyle, sur le sport, mais aussi sur la culture entertainment, ciné, jeux vidéo. Quand tu arrives chez Bouscapé, et même chez Altis, c'est un monde que tu as laissé depuis quelques années déjà. Est-ce que tu t'es senti un peu à la ramasse? Eh ben, bizarrement, le premier mois, tu tâtonnes un peu, mais tu fais le maximum pour rattraper. Après, je pense avoir au moins, je veux pas me jeter des fleurs, mais au moins cette capacité à apprendre vite et à me baigner rapidement dans l'ADN d'un média. Donc quand j'ai jamais vraiment lâché la partie média puisque j'en consomme beaucoup, je zappe beaucoup, je regarde ce qui se fait, je suis hyper curieux de ça me passionne quand même la pub, les OP, mais même tu vois les contenus, les programmes. Donc je me plonge assez rapidement dedans et je me replonge aussi dans les médias spécialisés de la pub pour voir par exemple en brand content, tu as des magazines comme Stratégie, etc., ou des remises de prix qui sont hyper intéressantes et tu vas voir ce qui se fait. En fait, tu fais une pige concurrentielle et une pige de ce qui se fait sur le marché. Et quand tu as compris ça, c'était pareil dans le bâtiment. Je fais la même chose. J'ai compris comment se faisaient les choses, quel était l'avenir, quels étaient les usages, les demandes. Et voilà, je me suis plongé, tu vois, le matin quand je suis dans le métro ou autre, c'est de la lecture sur plein de papiers autour de ce que je fais sur le moment. Je me le garde en tête, je pense que je te demanderai quelques recos pas de tout souci. à l'heure. Donc tu arrives chez Bouscapé il y a quelques mois. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas le média, tu peux présenter la jeunesse de Bouscapé et ce que vous faites aujourd'hui en quelques mots? Bien sûr. Bouscapé naît en 2005 sur les idées d'Ahmad et de Fif. On est au tout début, je crois, de la vidéo sur Internet, etc. Ça commence à apprendre et eux montent le site où en gros ils suivent tous les artistes rap à la fois dans les studios, dans des côtés off, au Planète Rap de Skyrock. Et la jeunesse, c'est ça. Bouscapé, en plus, ça vient du film La Cité de Dieu, caméra sur le terrain, dans les favelas, et on filme le côté off, la réalité, la real life, quoi. Et le site évolue bien. Arrive 2000, je sais plus l'année précise, mais le passage sur les réseaux sociaux se fait naturellement. Et puis de plus en plus, ils commencent à créer du contenu spécifique aux réseaux sociaux, adapté à Instagram, adapté à YouTube, avec des formats plus ou moins longs, du snacking content, comme on appelle, les interviews un peu fast cam, hyper rapide, hyper entertainment, et puis des formats aussi plus longs, des vlogs, tu vois, on s'adapte aux plateformes sociales. Ça, c'est hyper important parce que t'en as énormément aujourd'hui, et c'est important de pouvoir compartimenter, réfléchir ton contenu en fonction du réseau sur lequel tu vas développer. Donc ça, ils arrivent très bien à faire ce passage-là. Et aujourd'hui, sur Instagram, Bouscapé, c'est plus de 2,2 millions de followers, 1,9 million d'abonnés sur YouTube. On est, je crois, autour de 600 ou 650, entre 600 et 150 sur TikTok, 800 000 sur Twitter. Facebook, j'en parle peu, mais on est à 900 000, mais c'est moins intéressant sur la cible aujourd'hui. Hein. Oui, parce que Facebook, les gens qui utilisent le réseau vieillissent. Ouais, tout à fait, vieillissent avec le réseau, mais ça reste quand même un axe, tu vois, qu'il faut pas négliger. Snapchat aussi, là, on relance cette année. Twitch, sur lequel on va commencer à créer des contenus à partir d'avril, je pense, parce qu'on voulait pas le faire n'importe comment. C'est pareil, le choix, c'est de dire on veut pas être partout et le faire n'importe comment. Si on vient, on adapte le contenu et nos émissions, nos programmes au réseau, encore une fois. Et voilà. Et donc le site, c'est entre 3,5 millions et 4 millions de visites mois. On a refait le site en février, je crois. Alors on lançait le nouveau site en février. Réadapté, plus pensé mobile, puisque aujourd'hui 95% de la consommation se fait mobile. C'est assez hyper important aussi parfois de le marteler un peu moins là, mais sur les dernières années c'était hyper important parce que les gens pensaient, tu sais, en bureau derrière leur PC, et puis après tu te dis mais ça fonctionne pas. Bah oui, mais vous avez fait le test en mobile.
Ah ouais, mais non, mais ah oui, d'accord. En effet, Ouais, il faut le penser mobile parce que t'as plein de petites spécificités qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, vous faites quoi? Vous vendez quoi? Il y a différents niveaux de commercialisation. Le premier, c'était de vendre des opérations autour des sorties d'albums. Donc ça, c'est secteur musique. Tu commercialises à la fois des posts sur les réseaux sociaux ou du display, ce qu'on appelle display, tu vois, classique, bannière, etc. sur le site. Donc là, c'est commandé par les artistes? Ouais, par les maisons de disques. Tes clients principaux vont être les maisons de disques qui ont des budgets marketing, tu vois, comme ils vont faire de l'affichage ou autre. Plus à ça, c'est ajouter aussi les producteurs, les tourneurs, parce que post-Covid, ça s'est encore relancé. Tu vois, tu le vois, les festivals et autres. Il y en a de plus en plus. Les gens ont envie voilà, ont besoin de ça, et les artistes aussi ont compris que les tournées, les concerts, c'était très important, même économiquement parlant. Ensuite, on a le display classique, donc la pub classique sur le site. Ensuite, tu vas avoir aussi la partie brand content, donc opération spéciale, sur lequel on est interrogé par pas mal d'acteurs, d'annonceurs sur le lifestyle ou autre pour mettre en avant telle typologie de sneakers ou de vêtements. Et là, on va travailler sur un contenu qui va mettre en avant telle ou telle pièce ou le produit phare de l'annonceur, mais on va essayer de le faire, et ça c'est un point hyper important, avec l'ADN, c'est aussi ce qu'ils viennent chercher, avec l'ADN éditorial de Bouscapé. Je pense que la cible aujourd'hui, elle a compris que les médias vivaient avec la pub, tu vois, ils sont encore plus dedans que nous, et il faut être assez transparent là-dessus. J'aime bien prendre l'exemple de McFly, Carlito, Squeezie et autres. Ils commencent leur vidéo en affichant pendant 30 secondes, 1 minute, le partenaire payant de la vidéo, en disant, sans ce partenaire, on peut pas créer les contenus qu'on fait aujourd'hui. Et ce modèle-là, il n'y a pas à le cacher, il faut le faire bien, et il faut que le contenu derrière puisse servir à la marque, de l'ADN de la marque, bien sûr que ça réponde à l'objectif, préférence de marque, notoriété ou autre, mais qu'en même temps, tu le pousses à des gens, donc il faut que ce soit aussi divertissant, en tout cas que ça crée une émotion. Si c'est pas divertissant, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être engageant, ça peut être sociétal, ça peut être, en tout cas, il faut que ça suscite de l'émotion avec l'ADN que tu peux amener de ta caution marque média. On en parlait. Donc ça, c'est les principaux leviers de commercialisation, puisque brand content peut réunir plein de choses. Ouais, j'imagine, parce que c'est des opérations personnalisées, en fait. C'est ça. Création d'événements. On veut faire un concert, machin, etc. On veut créer une émission sur les sneakers, ce qu'on fait là en ce moment avec With the New. On veut créer un mini documentaire sur la Coupe nationale des quartiers. On l'a fait avec Nike en plusieurs épisodes. Donc là, tu as un point de vue aussi un peu sociétal. Voilà, tu as plein d'approches différentes. C'est important d'écouter aussi la problématique, l'objectif des annonceurs. C'est intéressant parce que moi, aujourd'hui, plus que d'aller sur votre site, je vais consommer certaines de vos émissions sur YouTube. Ouais. Alors, certaines émissions se sont arrêtées et... D'autres partent, d'autres se relancent. Voilà. Tu penses à quoi, par exemple? Typiquement, le JDR, tu vois, qui était quand même une référence. Ça fait longtemps que vous avez pas publié également dans la Gova. Ça me faisait beaucoup rire. Ouais. J'ai trouvé le concept, tu sais, les déjeuners avec les artistes. J'avais vu le premier avec Medine. Ouais, tout à fait. J'avais trouvé aussi très cool. Et ça, c'est un format qui marche bien, j'ai l'impression, aux States, notamment. Et j'avais apprécié le format. Et ça fait des mois, en tout cas, que j'ai pas vu. Donc, je me dis, c'est peut-être arrêté. Est-ce que du coup, ça, c'est des choses qui sont drivées par les annonceurs, par les marques? Non. C'est vraiment, vous, des formats que vous lancez pour votre audience et après, vous voyez si une collaboration est envisageable? C'est 100% édito, en fait. D'accord. Sur le coup, Ahmad, Franck, qui est directeur édito vidéo chez nous, font le choix de continuer ou pas certains programmes. Donc JDR, c'était la fin. On sentait que c'était plus compliqué sur l'année dernière. Et puis il y a besoin aussi de relancer des concepts. Après, on a arrêté de se mettre des pressions entre guillemets, de se dire il faut une émission, tu sais, comme en télé, tous les samedis, il faut qu'on diffuse tel ou tel programme. On va faire plutôt en fonction de l'actualité, en fonction des artistes aussi qu'on peut avoir et de la possibilité qu'on peut avoir pour les mettre en avant. Si on sent que dans la Gova,
on a 4-5 artistes dans l'année sur lesquels on peut les faire, on va le faire. Mais on veut pas s'obliger à intégrer des artistes dont ce serait pas l'ADN pour se dire mais oui, mais on a une obligation de sortir un programme tous les 2 mois. Typiquement, un programme comme celui-ci n'est pas arrêté, c'est juste... Non, okay. C'est pas forcément arrêté, c'est surtout lié à la typologie de l'artiste que tu vas avoir, aux invités et à l'actualité. Et si on voit qu'un artiste il a une appétence aussi, comme tu disais, pour le food et que le format lui plaît, on va pouvoir le développer. Après, on a développé aujourd'hui avec une certaine volonté d'aller aussi sur des trucs un peu plus sociétaux. Donc des formats documentaires, il y en a eu un sur la canicule à Fresnes. Parfois, ça va être des vlogs aussi, un peu plus sur le suivi d'un artiste ou emmener un artiste dans des conditions hors du commun. On a emmené Stavo en stage de survie pendant 2 jours avec un professionnel de la survie. Tu vois, on va essayer d'emmener l'artiste dans d'autres... C'est pas vous qui avez fait également cette émission avec... où il faisait un son en sautant en parachute. Non, ça c'est Red Bull qui l'a fait. Mais... non. Alors non, Red Bull l'a fait avec l'hélicoptère et en effet on l'avait fait en parachute. Et ça, tu vois, c'est des concepts qui naissent aussi en fonction de l'actualité de l'artiste et de son album. Si t'as un artiste demain dont le nom de l'album va me faire penser je sais pas, à l'ascension du Mont Blanc, et ben côté édito, ils vont partir sur ce concept-là, ils vont se dire on va faire un blog, on va amener l'artiste faire cette ascension-là, tu vois, de telle date à telle date. Donc ça, voilà, c'est très lié à l'ADN de l'artiste, à son actu, etc. Toi, en tant que Dirco, tu as une influence sur également l'édito, tu participes un peu à ça? Moi, je parlerai jamais d'influence. On n'a jamais, que ce soit dans tous les médias que j'ai travaillé, j'ai pas d'influence. Ce sera un grand mot de dire j'ai de l'influence sur l'édito. L'édito a toujours, moi je respecte beaucoup ça, le fait qu'un média ait une équipe édito et des volontés et une ligne éditoriale propre. Nous, on va s'adapter à ce qui se fait. Donc, il y a 2 niveaux. Soit on peut créer de A à Z en fonction d'un brief client une opération. Soit on peut aussi intégrer l'annonceur dans du sponsoring d'émissions existantes parce qu'on se dit, voilà, en fait, il veut de la notoriété et au final, son ADN est très proche de telle émission, par exemple, dans la Gova. Et on va proposer quelque chose, une association au programme, où on va accompagner sur un projet éditorial où l'équipe édito nous dit j'ai prévu de faire ça dans 6 mois. Là, on a des volontés de développer des tournois FIFA, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut aller chercher un annonceur? On pense tous que ce serait une bonne chose pour développer, pour offrir des cadeaux à l'audience, pour tu vois, rendre le contenu encore plus vivant, apporter une valeur ajoutée. Et ça, c'est ce que j'appelle moi les projets push. Tu te dois en début d'année de dire j'ai telle volonté. Tu vois, on a les Flammes qui tout à l'heure, qui va être un gros événement en mai 2023, la victoire de la musique du hip-hop. La réflexion, c'était pareil. Je pense qu'Ahmad, il s'est dit voilà, il faut un annonceur qui vienne nous soutenir économiquement parlant. Et ça, c'est des projets push et on peut en avoir quelques-uns dans l'année. Et ça se nourrit avec l'édito. Ma question, en fait, quand j'y réfléchis, elle était pas forcément pertinente parce que je réfléchissais beaucoup, tu sais, dans le sens où souvent on dit les commerciaux sont les personnes qui sont au contact avec les clients, donc c'est eux qui connaissent et comprennent les besoins des clients et tu dois adapter ton offre par rapport à ça. Mais dans votre cas, comme vous êtes un média avec une audience, vos premiers clients, en fait, c'est l'audience. Donc forcément, c'est l'édito qui doit capter les besoins, les envies, les trends au sein de cette audience et après les annonceurs, vous devez les ramener sur cette base-là. C'est un travail commun, c'est toujours une histoire de juste milieu. Ils viennent te voir parce que tu as une caution média et puis tu as un ADN et il y a aussi les réalités de ce qui se passe chez les annonceurs. Nous, on peut être amené de l'info à l'édito, dire on sait que cette année, telle marque souhaite se rapprocher du monde hip-hop mais par tel axe. Et le bon exemple, c'est Red Bull. Quand il commence à créer du contenu un peu plus avec les gens du hip-hop, au tout début, c'était plus des contenus très waouh avec le côté Red Bull donne des ailes, donc ils faisaient des opérations avec des mecs en skate ou en roller de fou. Puis après, ils se sont rapprochés des rappeurs. Et puis, ils ont inventé l'émission Rap Jeu. Et puis, là, sur ce côté-là, nous, on a amené un petit peu 2-3 idées, etc. On a commencé à travailler avec eux. Il y a Thomas Guisgan qui arrive en animateur plus tard. Et c'était super bien présenté déjà par Mehdi Maizi et tout. Mais voilà, toutes ces tendances-là, on peut les amener aussi à l'édito. Donc, c'est un partage, en fait. C'est un partage de connaissances.
l'édito reste la base. Quand je suis chez Skyrock, il y a un truc que je respecte et que je comprends très vite, c'est que si tu n'as pas l'audience, en fait, t'as rien à vendre, en fait. Il faut respecter ça. Respecter aussi l'indépendance éditoriale. Et la défendre, c'est hyper important. Est-ce que tu penses que c'est d'autant plus important que parce qu'on est dans le cadre de la culture hip-hop et la notion d'authenticité et... Alors Non. peut-être moi maintenant, tu me diras. Elle est partout, en fait. Ta caution édito, elle est présente chez RMC Sport, elle est présente chez l'équipe. C'est les mêmes principes. C'est la base de tout. C'est une équipe qui parle de différents sujets, qui est quand même experte dans son domaine, dont le premier moteur, ça reste l'audience. Et ils savent comment... Enfin, ils font ça par passion à la base. Et ensuite, les gens se greffent et tu crées une certaine audience. Mais encore une fois, s'ils sont pas là, s'ils ont pas des partis pris, des engagements et une vraie feuille de route, en fait, ton service commercial, il sert pas à grand chose. Donc, tu peux avoir comme n'importe quelle marque, hein, je prends l'analogie d'un annonceur. Tu peux essayer d'être partout, présent partout. Si le produit n'est pas bon, tu peux avoir le meilleur plan marketing possible, ton produit il se vendra pas. Et nous c'est pareil dans une régie commerciale. Si l'édito n'est pas efficace, si les audiences sont pas là, tu pourras te battre, tu iras chercher quelques montants de chiffre d'affaires, une projection et tout, mais ce sera pas idéal. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de vos types de clients? Parce qu'on parle de culture hip-hop, on a parlé de sport, de lifestyle. Je préfère parler de cible aujourd'hui. J'ai arrêté avant je défendais beaucoup le côté hip-hop. Qu'est-ce qu'on a dit pendant un moment aussi? On disait pop urbaine. Culture urbaine. Moi, je suis mal à l'aise avec l'idée de culture urbaine. Parce que en fait, ça veut rien dire. Bah, c'est ça, culture de la ville, mais en fait, dans la ville, bah, y a le rock. Enfin, j'ai l'impression que c'est un mot pour ne pas dire hip-hop, en fait. En fait, c'est un mot pour pas dire hip-hop ou c'est un mot pour pas dire quartier. Parce que le hip-hop naît bien sûr dans les quartiers, aux États-Unis. Mais en vérité, aujourd'hui, si tu ouvres un peu les yeux, il est partout. Et moi, je l'ai ressenti. Enfin, tu vois, le passage, quand je te disais, je suis parti dans le bâtiment, je suis revenu. Et j'ai eu un passage, et j'en parle assez souvent. À mon époque, quand je commence le métier, on vend Skyrock, on est en chemise, veste, chaussures pointues et tout, la totale. La perception, c'est hyper important. Donc, t'arrives et tu vas voir des annonceurs et tu vas pas y aller en sweat à capuche. Parce que, y a encore cette image, tu vois, moi je suis des années 80-90. Pas fréquentable. Où, ouais, tu sais pas, tu connais pas les gens. Tu connais peu la culture. Donc, tu te dis, c'est violent, c'est machin, tu vois, c'est assez... je peux le comprendre. C'est rebelle, tu vois, dans l'attitude, comme le rock à ses débuts, en fait. Tu joues sur la perception, puis c'est important aussi, t'as envie d'être crédible, donc c'était ça les codes. Et puis quand je pars dans le bâtiment, je reviens, je fais un rendez-vous en agence, et là, mon contact arrive avec casquette et sweat à capuche. Il vient des quartiers new-yorkais, où c'était les clips années 90 hip-hop, tu portais un sweat à capuche, bon, tu vois, t'avais pas l'image du gars sérieux, en fait. Et au final, je me dis, tiens, il y a un passage. Dans le style vestimentaire, en fait, le hip-hop, il influe aujourd'hui partout, dans la vie de bureau, mais je le vois aussi, tu vois, en campagne. Enfin, l'urbain, ça veut rien dire, en fait. Le hip-hop, Jul ou n'importe quel artiste, il est écouté autant. J'aimerais bien avoir le côté géographique précis, mais je pense qu'il est même plus écouté dans les zones périurbaines que dans les zones urbaines, comme on va les définir. Et aujourd'hui, ça touche tous les quartiers. Tu vois, dans le 16e, ça porte des casquettes à l'envers. Sur les plus jeunes, ça écoute n'importe quel artiste du rap français aujourd'hui. Enfin, tu l'as dans les chiffres, hein, dans les streams, etc. Tu défendais beaucoup ce côté culture hip-hop au début auprès des clients. Donc, tu me disais que tu parles aujourd'hui plutôt de cible. Ouais, quand de cible moins de 30 ans. D'accord. Au final, l'idée, c'est d'aller chercher des annonceurs qui vont s'adresser à cette cible-là, parce que de toute manière, le hip-hop influe toute cette cible-là. Exactement. Pour moi, il y a plus de... Et je mets le point là-dessus, il y a plus de débat. On revient à l'usage. Je suis pas en train de défendre quelque chose qui est un... Non, j'ai rien à défendre. C'est la vérité, c'est l'usage. Et tu remarqueras, souvent, tu demandes dans nos générations ou dans les générations un peu plus âgées que nous, ils te disent, bah, mes enfants, ils écoutent ça, mais je suis un peu largué, il faut que je me remette dedans et tout. J'ai beaucoup de clients qui me disent ça. Et donc, ça veut dire que, tu vois, c'est pas une question de milieu social, c'est pas une question de géographie ou autre, c'est présent partout. Et les artistes hip-hop, ils sont présents dans les films, ils sont demandés partout. Donc, il y a plus de débat. Et créer un débat là-dessus, ou dire,
Je trouve que parfois même trop insister, c'est bien de temps en temps. Tu vois, par exemple, les Flammes, me permet d'en placer une pour les Flammes, les victoires un peu de la musique du hip-hop français qui est déclenché par Yard, Smile et Bouscapé. C'est un événement qui aura lieu le 11 mai 2023 au Théâtre du Châtelet et c'est quelque chose qui est créé parce qu'il y a un manque aux victoires de la musique, un manque de représentativité. Et sur le hip-hop, parfois, c'est important de se bouger quand tu vois que t'es pas entendu, quand tu vois que t'arrives pas à avoir un job, etc., que c'est compliqué. J'ai vu beaucoup de gens, moi, qui ça leur a donné une force, un feu intérieur de se dire, bah non, mais en fait, j'entreprends, je fais le truc. Et ça, c'est tout à ton honneur. Et c'est pareil pour, tu vois, ce type d'événement. Tu crées le truc, tu crées le débat parce que tu sens qu'il y a un manque. Maintenant, quand on est sur des sujets dont on parlait, défendre le hip-hop et tout, déjà. Il y a plus à le faire, en fait. Il y a plus à le faire. Et puis, est-ce qu'il faut le mot de défendre? Enfin, défendre de quoi, en fait? Il y a plus rien à dire. Le hip-hop, il est très large. Il touche tout le monde et tout le monde a son avis, son truc, tout le monde est exposé, donc on défend rien en fait. On laisse les gens, on suit l'usage. Vous ne le défendez pas, vous suivez l'usage. Est-ce qu'il y a, cela dit, des annonceurs que vous refuseriez de prendre, ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser des annonceurs parce que vous vous êtes dit là ça va pas du tout dans l'édito, ça correspond pas du tout à notre cible? Oui, alors ça c'est plus un choix éditorial. Moi tu m'écouterais, je dirais c'est un challenge. Même un annonceur, tu sais, avec tu vois, le Bitcoin ou machin, ou tu vois, des secteurs qui peuvent être un peu, tu te dis, mais pour parler sur les plus jeunes, moi, je le prends comme un challenge. J'essaie toujours de voir le verre à moitié plein, donc je me dirais, non, mais on peut les amener à communiquer de telle façon et de le faire comprendre à la fois à l'édito, parce qu'il y a une vente interne, et à la fois à l'annonceur. Mais chez nous, Amadou a décidé, je crois, c'était l'année dernière, d'arrêter tout ce qui était paris sportif. Ah, il y a un gros débat sur le sujet. Parce qu'il y avait un gros débat et que c'est pas une volonté de dire je suis pour, je suis contre. Mais quand il y a trop de débats, j'ai pas envie d'être dans le bad buzz. Je pense que ça vient de là aussi et de prendre parti. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le côté alcool parce que compliqué de pouvoir cibler l'OAV1, etc. Donc à un moment donné, tu blacklistes et tu fais, si on le fait, on va le faire je veux dire, s'ils organisent tel ou tel événement et que ça a des velléités positive, bon bah on va le faire, mais typiquement tu vois je vois mal des annonceurs alcooliers en grosse bannière sur le site, tu vois, sur une cible jeune, c'est pas top quoi, c'est pas fou, mais faut jamais se fermer à l'idée. Parfois tu peux avoir des bonnes surprises. Ces alcooliers peuvent avoir aussi tu vois déclenché, je sais pas, un événement hyper sociétal, caritatif, etc. Et là tu peux pas dire non, je travaille pas pour eux, tu vois. Ça dépend encore une fois du contexte. Sur le pari sportif, on n'a pas encore eu le cas d'être briefé sur quelque chose de très très engagé au niveau sociétal et tout. C'est souvent de l'approche, ce qui est normal, hein, je comprends leur business, l'approche. Je veux que les gens s'inscrivent et fassent du pari sportif. Bon bah nous on n'est pas rentré dans la logique. C'est drôle ce que je t'entends, je me dis c'est dur, je pense que ça doit être dur comme métier parce qu'il faut pas se fâcher. Faut jamais se fâcher, surtout que tu vois je sors d'RMC, sport, enfin tout ça qui était dans le groupe Altis et les paris sportifs c'est une place importante. Tu vois ces annonceurs là, tu bosses sur ces recos là, demain je peux les retrouver dans 4 ans. Donc et puis moi je suis personne pour me fâcher en vérité. C'est compliqué. Je parle de moi, de ma position parce qu'on est toujours amené à évoluer et puis on a ce relationnel et les gens t'associent aussi ta faculté à travailler, à être efficace, peu importe la société dans laquelle tu vas, tu portes ce bagage-là. Mais se fâcher, non, il n'y a pas de raison de se fâcher. Pas sur ces sujets-là en tout cas. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes. T'as une vraie approche long terme, relationnelle. On en avait un peu parlé en introduction ensemble, c'est que le relationnel se fait partout, tout le temps, avec tout le monde. Et c'est pas une question de se dire, j'ai jamais eu cette approche, je suis pas un vrai commercial dans l'âme. Tu vois, je tombe dans la publicité, moi c'est le côté créatif qui me plaît au départ. Mais le côté commercial, tu dois le développer. C'est celui qui me dit je suis pas commercial. Alors soit il a une vraie réticence, mais j'ai envie de te dire tout le monde est commercial dans la vie. Bien sûr, à tout moment. Oui.
Quand tu dois aller trouver un travail, tu dois aller te vendre. Quand tu vas acheter un bien, tu dois vendre aussi ta candidature. Tu te vends. Quand tu veux séduire une personne, tu te vends tout le temps en fait. Et où tu vends un concept, où tu vends un cadre de vie. Ouais, je veux tel crédit parce que en fait mon idée c'est ça. Je veux me développer dans ça. Je me projette. Storytelling. Je raconte des histoires. Mais ce relationnel, il se développe partout tout le temps. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu déjà de mes propres yeux. Mon père, je le voyais dans des soirées. Je pense qu'il a jamais envoyé un mail de sa vie. Mais il est hyper curieux. Donc, il va développer la parole avec tout le monde, libérer aussi la parole des gens pour comprendre ce qu'ils font. Et tout est souvent une histoire de signes et bien imbriqué. Si tu regardes tout, intéresse-toi aux gens, tu verras que lui connaît un tel, tu connais cette histoire de cercle rapproché, etc. Et tout réuni, si c'est clair dans ta tête, ce côté relationnel, tu le construis avec le temps et tu le gardes. Et même si tu vois pas les gens pendant 6 ans, si tu les rappelles à un bon moment, pour une bonne... Moi, il y a certains contacts que je ne voyais plus, mais c'est pas une question de se dire il me parle plus parce qu'il veut pas me vendre un truc ou autre. Enfin, on n'est pas dans ça. C'est juste que l'actualité fait que on peut moins se parler. Je pense que tu as une vie chargée, remplie. Parfois on aimerait parler à beaucoup de gens tout le temps, on pense à eux, mais et des clients tu vois qu'on a connus par le travail et puis qui sont devenus aussi potes avec le relationnel, mais tu peux pas tout faire. Quand je suis parti dans le bâtiment, il y a plein de gens qui me parlaient plus. J'avais pas la réflexion de me dire oui parce que je suis plus dans les médias. D'accord. Donc ce que tu veux dire aussi, c'est que tu n'as pas tenu rigueur. Non, alors déjà l'important c'est de pas en tenir rigueur toi. Tu vois, ne fais pas ce que tu voudrais pas que les autres te fassent. Et puis quand tu comprends ça, je pense que les gens aussi comprennent ça. Tu peux ne pas leur parler pendant un moment parce que voilà, les vies sont différentes. Tu prends d'autres axes. Mais garde ce relationnel au fur et à mesure parce que une fois de temps en temps, prendre des nouvelles, etc. Parce que tout le monde a besoin de tout le monde, en fait. C'est de l'interaction au quotidien. Ça m'est arrivé plein de fois, à titre d'exemple. C'est des principes. Mais même, tu vois, moi, je fais beaucoup de foot, basket, etc., beaucoup de sport. Et dans le sport, j'ai rencontré, en discutant avec les gens, des gens qui travaillaient dans telle industrie, dans telle chose. Et à un moment donné, tu rends service, l'autre te rend service et tu découvres des... Et tu te retrouves avec un budget pub. Exactement. À la fin de la fin, il te dit mais mon meilleur ami, il fait ça. Ça m'est arrivé 5 millions de fois. Voilà. Et tout est une histoire de caution. Tu sais ce que c'est quand les gens te connaissent par un autre biais. Je sais pas si tu as vu le film Denis Brasco quand il lui dit « Je me porte caution pour toi ». Il dit ça à Johnny Depp qui joue Denis Brasco. Il lui fait « Je me porte caution pour toi pour intégrer ce truc-là ». Ça m'avait marqué parce que en fait c'est général. Quand quelqu'un te référence ou parle de toi, les gens sont rassurés. Et tu le remarqueras en prise de rendez-vous. J'aime bien demander est-ce que quand je suis en rendez-vous, qui gère tel budget, machin, etc. Les gens te disent c'est lui et tu te poses. J'aime bien rebondir tout de suite en disant est-ce que je peux le contacter de ta part parce que c'est une porte d'entrée qui est bien sûr, qui est hyper importante. J'avais écouté un de tes précédents podcasts où une personne disait il faut trouver le bon contact en interne, le champion, c'est ça que tu disais. Ouais, c'était Eric. Voilà, et le champion en fait, c'est bien de le focus parce que c'est la personne un peu décisionnaire en tout cas qui va être en phase avec toi, mais c'est encore mieux si t'es référencé par quelqu'un de son entreprise, que ce soit son supérieur hiérarchique ou même un collègue, s'il te dira lui tu peux y aller. Mais c'est assez drôle parce qu'il y a toujours ce débat dans la vente, notamment B2B. Il y a des gens qui disent c'est du B2B, donc c'est de la vente rationnelle. Alors que non, en fait, t'as toujours une part d'émotionnel, puisque de toute manière, c'est les gens qui composent les entreprises. C'est pas des entités complètement à part. Bien sûr. On revient toujours à l'humain. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux avoir un super média. Si en face, t'as un commercial qui va pas bien ficeler sa proposition, qui va pas bien débriefer en interne. Je parlais de vente interne et externe. Quelles équipes il va interroger en interne? Comment il va vendre le projet en interne? Avec quelles ambitions? Quel engagement? Est-ce qu'il a bien fait les kick-offs? Est-ce qu'il a bien ficelé aussi ses plans médias? Tu vois, plein de paramètres. Et ça, c'est pas qu'une question de qualité d'offre ou de la puissance de ton audience. C'est une question d'humain, parce que la personne a pris le sujet à bras-le-corps, qui gère, qu'il est au
au taquet sur la gestion des rendus, tu vois, des rétro-planning, etc., de l'engagement qu'il y met aussi personnellement. Donc tout ça, c'est de l'humain aussi. Parfois, à plan média équivalent, ou en tout cas à plan marketing équivalent, tu vas plutôt aller vers telle personne parce que tu es plus en relation de confiance, ou en tout cas, il a prouvé avec le temps qu'il avait un sérieux. Après, je dis pas qu'on est 100% irréprochable, mais et même ça, tu vois, avoir l'assurance que même s'il y a un petit accrochage ou quelque chose qui se passe pas bien, il va prendre ses responsabilités pour trouver une optimisation ou une compensation dans le pire des cas, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. Et je partage une petite anecdote. Une fois, je devais racheter une télé, donc j'y vais avec mon frère. C'était à La Défense, donc je pense qu'à l'époque, il y avait peut-être la Fnac et Darty, peut-être que les deux n'avaient pas encore fusionné. Hein. Et on va à Darty et le vendeur, franchement, passionné par le monde des télévisions, mais je pense qu'il passe 30 minutes avec nous à nous expliquer ce qui se fait de bien. Enfin, tu sens que le mec est passionné, puis il prend le temps avec nous. Et on se dit, bon, on va quand même faire un peu notre veille et tout. Puis on descend à la Fnac et on tombe sur un mec qui nous dit, bon, voilà cette télé, oui, bon, ben, c'est celle-là, ça fait tant de pixels, ciao, au revoir. C'est la même télé, je pense qu'elle était moins chère à la Fnac. Avec mon frère, on s'est regardé. Je lui ai dit, franchement, quitte à la prendre, je préfère la prendre, tu vois, en haut. Et il m'a accompagné, on est parti acheter la télé un peu plus chère chez le mec là-bas parce que limite, on voulait qu'il ait la com, tu vois. Il y a ça, et puis il y a aussi le côté où tu dis, si j'ai le moindre souci, je sais qu'il va me prendre en considération, et c'est l'aspect humain qui fait le tout, à offre pratiquement équivalente, tu vois. Mais c'est assez drôle parce que là, depuis que j'ai commencé les enregistrements, c'est une chose qui revient souvent chez tous les commerciaux et ça me fait plaisir parce que aussi c'est un des objectifs, c'est que les gens comprennent qui il y a derrière, c'est l'importance des valeurs. Ouais. Et pourtant, tu vois, je vais essayer de me replacer sur le côté plus jeune. J'ai pas tout oublié encore, heureusement. T'as pas ces convictions-là hein, quand tu parlais, tu sais, entre 20 et 30. T'es en recherche de ta personnalité. Tu te dis mais je suis comme ça au quotidien, du coup quand je vais être en clientèle, il va falloir que je m'adapte, etc. Faut pas se poser toutes ces questions-là. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais on est tous passés par là. Mais en vérité, reviens sur des valeurs qui te paraissent justes. C'est ce qui va ressortir. Ta personnalité, n'essaie pas de t'adapter tout le temps aux gens. Tu vois, l'empathie, c'est hyper important, bien sûr. Comprendre ce que les autres pensent et c'est là où ils veulent aller. Mais n'essaie pas de jouer un jeu, en fait. Recentre-toi sur tes valeurs. Tu es ce que t'es. Et par contre, les valeurs positives, mets-les en avant. C'est ce que voudront voir les gens. Après, la façon dont on joue un rôle un peu aussi. Hein. Faut pas se mentir. La journée, en tant que commercial, mais même en tant que... J'ai fait de la compta, hein, tu sais, j'ai fait des sages compta. T'es un peu dans un rôle aussi. Et c'est normal, ce passage-là. À partir du moment où t'enfiles ton costume le matin, où tu te prépares, tu rentres déjà dans le personnage. Et tu n'es pas le même à la maison qu'en clientèle. Par contre, il y a un ADN que tu dois garder, c'est tes valeurs, tu vois, qui te paraissent importantes. Parce que là, on dit optimisation, suivre son client et tout ça. Mais c'est juste avoir de bonnes valeurs, de se dire, je me mets à sa place. Lui, il voudrait avoir tel élément de réponse, je me mets à la place de toi quand si je suis vendeur de la télé dont tu parles. Voudrait avoir des conseils, voudrait aussi avoir quelqu'un qui puisse le répondre si elle a des problèmes, machin, etc. Et tout ça, si tu les as en toi, tu vas le développer avec le temps. C'est important, moi je le vois sur le long terme, à la fois personnellement et professionnellement parlant. Tout se croise, tu croises toujours les gens, le bouche à oreille, tu le maîtrises pas, mais il est hyper important. On se rend pas compte, chacun parle de tout le monde tout le temps. Et si tu gardes ce truc-là sur le long terme, tu seras normalement récompensé. Après... les degrés de récompense, ça, c'est encore autre chose. Hein. Je pense qu'il faut pas trop y penser, en effet. Chacun son parcours de vie. Exactement. Juste pour clôturer l'aspect business model de la régie publicitaire et de Bouscapé en particulier, pour toi, quels sont les enjeux du marché, les défis auxquels vous faites face en tant que régie à l'heure actuelle? C'est assez large parce que les défis, t'en as à peu près tous les trimestres. Pour moi, le défi principal... je l'ai vu avec l'évolution des usages, c'est la volatilité des audiences. C'est-à-dire que, tu vois, on parlait de Facebook. Normalement, à TF1,
Tu vois, les médias historiques ou RMC, c'est 30 ans de vie. Tu vois, ça bouge pas. Les audiences, c'est à peu près des petits soucis de temps en temps, mais c'est assez stable. Skyrock, c'est assez stable depuis des années. Sur d'autres médias, je parlais de Minute Buzz tout à l'heure, c'est un bon exemple. Ils ont des trop grosses communautés sur les réseaux sociaux, mais ils sont aussi dépendants des réseaux sociaux. Donc, t'es aussi dépendant des algorithmes des réseaux sociaux et puis des tendances et des usages des réseaux sociaux. Si t'as tout misé sur Facebook, aujourd'hui Facebook, tu fais comment? Alors c'est bien si t'as une certaine typologie de cible, mais si Bouscapé n'avait que Facebook, aujourd'hui, la cible jeune ne les verrait pas. Donc tu dois être tout le temps en veille. Les tendances vont très vite, comme en musique. Les artistes avant, on les écoutait sur pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, les albums. Ouais. Aujourd'hui, t'écoutes un artiste, 6 mois après, ah non, mais il est plus d'actualité. Ok, il faut suivre aussi ce côté générationnel zapping. Tu prends l'analogie, cette consommation ultra rapide, elle est dans l'usage aussi d'un TikTok. Tu vois, contenu court, très rapide, je veux en voir le maximum. Twitter, pareil, actu chaude, mais on passe vite à autre chose. Tu vois aujourd'hui une actualité, il s'est passé telle chose, on en fait une histoire de 3 jours, et puis en fait c'est repris par un autre sujet très rapidement. Donc ça, c'est les enjeux, c'est de pouvoir jouer avec la volatilité des usages, des audiences, et de toujours être au taquet. Pareil pour tes offres. Parce que qui dit usage différent dit il faut que tu actualises tes offres commerciales, les tendances, se lier aussi au contexte économique global, lié aussi aux enjeux des annonceurs. Parfois, il faut retravailler ses offres, etc. pour la partie commerciale, les réadapter. Aux enjeux sociétaux aussi, parce que on l'a vu avec la montée du greenwashing, les sociétés qui voulaient s'intégrer dans le côté on a une économie verte, on plante des arbres à chaque achat. Ouais. Ok, en fait, tu vas te faire reprendre par les réseaux sociaux parce que sur telle et telle chose, t'es pas prêt. Donc ça, s'adapter à ça, ça fait déjà beaucoup de points. Et puis après, il y a le contexte maintenant, santé, puisque l'arrivée du Covid a redistribué pas mal de cartes. Quand j'étais chez Altis au moment du Covid, on nous dit ouais, faut digitaliser les offres. Donc là, tu vois le côté Teams en entreprise, là, l'outil. Faut savoir que les gens, ils se sont mis en 3 mois à utiliser Teams. Et que ça a changé beaucoup de choses. Moi, ça a changé beaucoup de choses au quotidien dans mes rendez-vous. Avant, je faisais 2 rendez-vous, 3 rendez-vous par jour. Maintenant, tu peux en faire 2 fois plus. Je peux en faire 2 fois plus, mais surtout, je me déplaçais à là, et là, et là, et là. Mais, va t'adapter dans un contexte où tu découvres Teams, les visioconférences. C'est pas le même relationnel que se déplacer en rendez-vous ou faire des déjeuners. J'ai l'impression parfois quand je vais faire des déjeuners avec des clients, je pense que sur la nouvelle génération, ils sont pas hyper au fait de tout ça. Ils se disent, t'es un peu un dinosaure, comme moi je devais voir mes parents ou un père, tu vois, aller au restaurant, le dîner qui dure 3 heures, enfin le déjeuner. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, je trouve que la vente en vidéo me semble beaucoup plus transactionnelle. T'as pas ce côté informel de ouais, on a discuté à la machine à café, il s'est passé ça entre le moment où on a commencé à vraiment parler de business et exactement. Et tout à ça. Et concernant les nouvelles générations, aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que, enfin, nouvelle génération, j'ai pas non plus, mais non, mais je me considère un peu comme un passage de 10 ans en fait. Ouais, c'est 10 ça. ans par 10 ans, tu sens que t'as quand même des envies des différentes et tout. Ouais, et moi, je sens que je suis forcément, je suis très différente des nouvelles générations. Et c'est drôle parce que autant parfois, je peux les sentir très à l'aise derrière l'écran et un peu moins à l'aise en clientèle quand ils sont, en effet, dans le cadre de déjeuner, dans le cadre de rendez-vous clients en présentiel. C'est la même chose avec Tinder, hein. Tu vois, je veux dire, je vois des plus jeunes ou pas, hein, d'ailleurs, même des gens qui vont l'utiliser et qui vont être dans les réseaux sociaux, dans Twitter, hyper à l'aise pour libérer le débat. En visio, ça peut être aussi, tu vois, pour revenir à la partie commerciale. Mais quand tu es face aux gens, il y a un côté énergie aussi, tu vois, que tu vas partager dans un lieu, la façon dont tu vas t'exprimer en face à face, c'est complètement différent. Et surtout, comme tu dis, tu vas pouvoir libérer la parole sur d'autres enjeux. Je parlais de relationnel, il se construit pas que sur le travail. Il y a aussi de comprendre les enjeux de la personne en face, qui peut être, pareil, sur l'autre interview que j'avais écouté, la partie visible de l'iceberg et puis la partie cachée. Les gens vont te donner des signes à la façon dont ils vont te regarder et s'exprimer, tu vas en comprendre autre chose. Alors qu'en visio, tout le monde a envie d'aller très vite. Oui. Ouais, va droit au but, ouais, machin, etc. Je veux faire ça, tu vois, ma presse. Mais au final, c'est même très compliqué de présenter en visio. Parce que tu as ta presse, mais toi, tu vois
très rarement pas les gens. Donc tu parles et moi je leur dis souvent n'hésitez pas à me couper parce que je vous vois pas et j'aimerais bien avoir les réactions. Pour en revenir au défi des régies publicitaires, tu as dit des choses qui étaient très intéressantes, s'adapter à la volatilité du marché, aux nouveaux usages. Et moi, c'est toujours quelque chose qui me paraît très compliqué à mettre en œuvre auprès des équipes commerciales, parce qu'on est des équipes qui sont faites pour performer, et en fait, tu performes dans la répétition et dans l'habitude de certains mouvements. C'est-à-dire que si demain, je te dis, faut que tu gagnes la Coupe du Monde de football, alors oui, tu vas parfois travailler de manière isolée certains membres de ton corps pour être plus rapide, pour être plus explosif sur le terrain, etc. Mais il faut que tu fasses du football tous les jours, tu vois. Ouais. Et je trouve que quand tu changes trop les exercices, trop la manière de faire, tu peux pas arriver à ce niveau où tu l'as tellement bossé que t'es bon, tu vois. Du coup, c'est quoi l'impact pour la performance commerciale? Est-ce que selon toi, en fait, c'est un impact négatif d'avoir tout le temps à s'adapter, changer? Moi, j'ai vu beaucoup d'équipes commerciales un peu se cramer ou en avoir marre de « Oh purée, le boss, il a sorti un nouveau truc, etc. » Ouais, t'as raison. Moi, je pense qu'il faut les faire participer à ça. Dans l'organisation commerciale, il y a plusieurs choses. J'étais pas fan des réucos classiques, mais en fait, elles sont hyper structurantes dans le côté équipe. Les gens te suivent un manager parce qu'il a une feuille de route. Attention, il peut se planter et tout, mais les gens, tu peux faire l'analogie au sport, t'es pas sûr de ta saison. Mais quand t'as un coach qui a une feuille de route, même si c'est compliqué au départ et qui change quelques habitudes, si tu rentres dans l'ADN, en plus si t'as la chance de choisir tes joueurs, etc., qui sont pas réfractaires, t'as une équipe qui va dans le bon sens. Et après, il faut aussi que ce soit pas quelque chose de descendant. C'est fini ça. Le boss commercial qui dit on va faire ça et moi je connais les enjeux et tout. Moi, je suis hyper attentif aussi en écoute à ce que vont dire les équipes et je vais leur demander de travailler à la fois sur 1 ou 2 dossiers push dans l'année qui va sortir de leur créativité ou de leur ou des enjeux qui vont arriver. Je vais construire les plans d'action avec eux. J'ai des principes de construction de plans d'action. Après, c'est à eux aussi de remplir les cases et derrière d'amener dans le plan d'action, tu connais, il y a les contacts, il y a tout ça, mais il y a aussi quelles actions marketing tu vas faire pour aller toucher tel secteur ou tel secteur. Certains, ce sera optimiser, peut-être faire un event. D'autres, ce sera si je veux toucher tel secteur, il va falloir que je me présente à une des OP à une remise de prix, tu vois, de brand content pour commencer à draguer le marché, ou en tout cas me faire connaître, faire un appel d'air. Certains diront, bah non, moi je veux faire une super OP qui sort des sentiers battus parce que je sais que cette opération-là, et pour l'avoir déjà testé, va faire appel d'air et va nous permettre d'être très visible d'un coup. Et voilà, donc dans de la co-construction. Par contre, il y a un truc, c'est réu commercial, c'est hyper important pour se parler. Des dossiers, tu vois, et puis même de partager les émotions. J'ai du mal à prendre des rendez-vous, j'ai du mal à tout ça. Et puis, se garder un truc en tête, c'est que tous les jours, tu dois être dans de la prospection. Et si tu n'arrives pas à t'organiser, moi j'arrive à peu près à, tu vois, passer d'un sujet à un autre et tout. Mais tout le monde n'est pas fait de la même façon, il faut comprendre dans tes équipes. Donc tu demandes un créneau et tu dis, il y a des créneaux, on les connaît, sur les envois de mails ou de contacts. Plutôt contacter les gens à 14h30, quand ils rentrent de déjeuner, les premiers mails, ils les lisent assez rapidement, ils prennent le temps d'y répondre. Tu as quelques règles comme ça, t'envoies pas un mail à 18h le vendredi pour prendre un rendez-vous, encore moins le lundi matin à 9h30 parce que... Tout le monde est en réunion. Et puis personne n'a envie de te répondre. Faut que la machine se lance et tout. Puis on a d'autres urgences. Donc voilà, et tu prends ton créneau et tous les jours tu t'obliges à. Tu parlais d'entraînement, tous les jours il faut que tu fasses ton footing, tes étirements, tes trucs. Ben là c'est un peu pareil, parce que pour faire travailler la machine, il faut que tu aies cette visibilité là. Et quand tu te tiens à ton plan d'action qui est sous format Excel ou ce que tu veux, mais en tout cas il faut que toi-même tu aies une feuille de route en tant que commercial pour atteindre tes objectifs. C'est une très bonne transition. Je voulais qu'on puisse aborder le sujet de la vente chez Bouscapé. Déjà, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur l'organisation commerciale? Elle est assez simple parce qu'on est une petite structure encore. Dans l'équipe, on a 3 commerciaux avec chacun un secteur de prédilection. Donc 2 commerciaux qui sont à la fois sur la musique et le display classique. Et puis un dire clientèle qui va être plus sur la partie agence média et les annonceurs liés à toute cette partie-là. Ensuite, on a un directeur de prod créa. Qui fait partie de l'équipe commerciale ? Qui fait partie de l'équipe, on va dire business unit. Parce que il a un rôle aujourd'hui d'accompagnement dans les recos.
j'englobe toute l'équipe, hein, et qui va nourrir aussi le commerce par les concepts créatifs et les budgets qui sont liés à ces concepts-là. Et c'est lui qui apporte la ressource à vendre. Exactement. Il va aussi amener un côté créativité dans la reco. Et puis, on va pas lui demander de déclencher des rendez-vous, mais il va faire partie intégrante du processus de vente. C'est comme venir en tant que commercial, si je prends une analogie dans le bâtiment que je connais à peu près, t'as le commercial qui fait les rendez-vous, qui connaît aussi son sujet, bien sûr. Mais c'est bien d'avoir aussi un sachant, si on a une grosse partie maçonnerie, tu vas venir avec le responsable de cette partie-là, ou le responsable chantier au global, qui va t'expliquer aussi concrètement pourquoi ces choix-là seraient pertinents, etc., etc. Et après, j'oublie pas aussi le fondateur, Ahmad. Ah, tu le comptes dans l'équipe, ouais. Parce qu'il fait du business. Oui, c'est un des premiers commerciaux, en vérité, de la société. Et puis moi aussi, je suis au quotidien dedans. Toi, en tant que directeur commercial, est-ce que tu le contrains d'une certaine manière à faire du chiffre ? Est-ce que tu lui demandes des comptes ? Non, moi je lui demande surtout de déclencher des rendez-vous clés, si besoin. Parce que on sait que l'impact, dans tous les médias où je suis passé, l'impact d'un PDG... Dans toutes les boîtes. Ouais, tu vois, il se serre la main, c'est un truc informel, il faut qu'on se voit. Ok, dès qu'il y a cette validation-là, après, passe-moi le ballon, ouais. et je vais faire le travail. Il a d'autres enjeux, il a plein de choses à faire. Et après, c'est à nous de montrer le sérieux pour le délivrer. Exactement. Ouais, je vois très bien. Du coup, les membres de l'équipe commerciale opérationnelle, c'est quoi leur profil à la base ? Ils viennent d'où ? Alors, Guillaume, lui, dans l'équipe, il vient d'une agence média à la base. Après, il a fait un court passage en régie. C'est quelqu'un qui est très affine sur les réseaux sociaux, sur la faculté aussi à les commercialiser, connaît bien les performances, connaît bien les usages, et puis est créatif et tout. Malik, lui, qui est sur la partie musique avec Saoussen, ils sont plus sur c'est des profils. Je crois que Malik a commencé même un peu dans l'édito au sein de la société, et puis après connaissance du secteur et connaissance aussi des offres, et qui construit des offres. Donc c'est des gens curieux qui sont beaucoup aussi dans le relationnel, mais qui présentent très bien. Donc pas forcément des commerciaux purs, mais comme on a tous cet aspect commercial, il suffit de le développer. Et puis quand tu défends quelque chose que tu aimes, ça vient assez naturellement. D'accord, donc quand on rentre commercial chez Bouscapé, c'est forcément on aime la culture hip-hop. On la connaît bien. Ouais, et puis surtout, on connaît les usages des moins de 25, moins de 30. On est curieux, en fait. Donc, c'est surtout ça, le super pouvoir à avoir. C'est pas tant de connaître... le dernier artiste à la mode, etc. Je crois qu'aujourd'hui, tu trouveras beaucoup commerciaux moins de 30 qui écoutent du rap. Mais alors, est-ce qu'à l'époque, du coup, de Skyrock, c'était un sujet ? C'était un sujet... Mais en vérité, on recrutait pas par rapport à ça. Parce que tu sais ce que c'est la déformation professionnelle quand t'as quelqu'un de trop passionné. C'est-à-dire qu'il va être plus omnibulé par le fait de faire des opérations avec telle personne parce qu'il est fan. Tout ça, ça doit pas rentrer en jeu. De respecter la culture. Ouais, d'accord. À un moment donné, ça doit pas rentrer en jeu parce que quand t'es pas à l'édito. Tu dois aussi faire parfois rentrer des ronds dans des carrés, tu vois, avec des approches qui sont complètement différentes de l'annonceur qui souhaite aller chez toi, et tu dois l'amener sur un autre concept. Mais d'être trop fan, je pense que c'est difficile d'être fan dans la tech, ou même peut-être qu'il y a des grands fans de crypto. Mais j'imagine, je sais pas si tu te mets dans cette position-là, tu dois avoir un commercial sur la crypto ou autre, il est tellement passionné, ça peut être un cas qui t'ennuie à la fin. Parce qu'il est trop dans son truc. Ouais. Voilà. Et c'est pareil dans la musique, avec la déformation qu'il peut y avoir dans la musique ou dans ce milieu-là, c'est d'être trop dans le côté je vais être dans les projets, je vais suivre Non. Prends un peu de recul. C'est hyper intéressant de connaître, mais il faut que tu aies ce recul-là. Faut pas que tu sois fan. Tu dois faire un job, en fait. T'as un job. Tu pourrais faire ça. Tu pourrais aussi commercialiser autre chose. Pareil, je suis dans une radio sportive. Si t'es trop tellement fan de foot à un niveau où tu préfères discuter avec les animateurs que aller en rendez-vous, ça va être compliqué. Tu vois. Mais c'est bien de connaître parce que c'est ta valeur ajoutée. Mais en vérité, tes clients, ils veulent surtout des histoires. Tu leur racontes aussi des côtés off de ce qui se passe dans le média, dans le milieu.
Ça, c'est intéressant de pouvoir le raconter, puisque là, tu as une valeur ajoutée aussi. Selon toi, quelles sont les valeurs principales à avoir aujourd'hui pour être commercial chez un média comme Bouscapé? Tu m'as dit la curiosité. La curiosité, la capacité aussi à comprendre les enjeux de l'annonceur, la capacité à pouvoir le transformer en idée créative. On est d'équipe, donc c'est la créativité, les brainstorming créatifs, ils se font tous ensemble. Et puis surtout, avoir envie de se faire connaître. Je pars plutôt de ce principe-là. T'as un beau produit, t'as une belle marque média, mais on n'est pas encore assez connu. Donc ton enjeu, il est là. Si t'as cette envie-là, et que très important aussi, que tu sais t'exprimer, tu sais amener les choses, tu sais y mettre des formes sans tomber dans des clichés ou autres. Les cases sont cochées pour que tu puisses réussir à être commercial au sein d'un média comme Bouscapé. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le quotidien des commerciaux? Donc tout à l'heure, on a parlé de séquences de prospection. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un nombre de rendez-vous par semaine qu'ils effectuent? Ils sont assez autonomes? Ça se passe comment? Alors, je pense que dans des grosses structures, quand tu as beaucoup de commerciaux, tu as besoin d'avoir quand même un suivi rendez-vous. Tu as aussi des outils comme Salesforce qui peuvent te permettre de suivre l'évolution des rendez-vous, des chiffres d'affaires, des briefs que peuvent amener tes commerciaux. Surtout quand tu as une structure où tu as des commerciaux plus des concepteurs, c'est-à-dire que le commercial revient avec le brief, il met ça dans les mains d'un concepteur qui écrit l'idée, qui fait valider à l'éditorial, etc. Quand tu as beaucoup de personnes dans une régie, chacun est compartimenté, donc là tu peux mettre des objectifs de rendez-vous. Moi, j'ai pas mis d'objectifs de rendez-vous parce que je pars du principe où le commercial chez nous doit à la fois vendre et écrire sa reco. Il fait pas la gestion de projet, mais il écrit sa reco parce il maîtrise son offre, il maîtrise son concept aussi en faisant le brainstorming avec tout le monde, avec le directeur créa notamment, le directeur créa va avoir aussi un lien avec l'édito pour débriefer, échanger, etc., valider les concepts. Mais j'ai pas envie de rentrer dans cette logique d'objectif rendez-vous parce que elle se fait naturellement et quand tu as l'envie d'être connu par le plus de monde possible, les rendez-vous ils se cumulent et si je fais le point aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui sont faits dans la semaine et de façon naturelle. En fait, je préfère créer l'engouement ensemble en mode équipe que dire regardez, vous avez tel objectif, il faut le faire par tous les moyens. Mais ça, comme tu le dis, c'est parce que vous êtes encore une petite équipe commerciale, donc en plus, tu as cette proximité avec eux. Tu as commencé à me décrire le process, donc est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et aller plus loin? Donc j'ai le commercial qui va prospecter, qui va rentrer en contact avec un annonceur, qui va revenir avec un brief, qui va écrire sa reco. Ouais. Ensuite, ça se passe comment? Alors, imaginons qu'il fasse son rendez-vous, il prenne un brief, il note tout ça, il revient, il sait qu'il doit travailler sur un concept. On fait ce qu'on appelle le brainstorming interne avec le directeur créa prod. On commence à pitcher des idées. Une fois que ces idées sont bien ficelées, le directeur créa va écrire le concept créatif et aussi le cadrer budgétairement parlant. Il va tout donner au commercial qui va écrire sa reco avec la partie donc créatif, mais aussi l'amplification média. L'amplification média, c'est-à-dire qu'il y a l'idée créative, on va faire un concert avec machin pour Nike ou je sais pas, ou n'importe quel annonceur, Puma ou autre, Adidas. Et puis comme ça, j'ai dit tous. Voilà. Et puis en plus, tu vois, comme quoi, faut jamais citer parce que t'en oublies. Avec tous ceux avec qui on travaille très bien, et ils sont nombreux, et on pourvu que ça continue. Mais et l'idée, c'est une fois qu'on a ce concept créatif, on doit écrire ce qu'on doit faire sur Instagram, sur YouTube, pour que ce soit amplifié, pour que ce soit vu. Ou ce sera décliné. Voilà, donc c'est la partie médiatisation de ton contenu. T'as l'idée, quelle noyauture, et puis comment je la fais connaître, comment je l'expose au plus grand nombre. Et ça, c'est le commercial qui écrit tout ça. Donc, il fait des presse en PPT ou en keynote pour exprimer l'idée. Parfois, ça peut être un simple mail avec une note d'intention très claire. Et puis, en parallèle, le directeur créa va aussi valider les concepts avec l'édito, droit de regard, etc. pour que ce soit cohérent. Ensuite, on pitch au client. Imaginons que ce soit vendu. Dans la foulée, on fait un vrai rétro-planning. Et là, on fait ce qu'on appelle une passation de projet à un chef de projet, comme tu ferais dans n'importe quelle activité. Tu as vendu le projet, tu fais une passation aux gens qui vont être sur le terrain et qui vont suivre l'opération de A à Z. J'appelle des chefs de projet.
Donc on va le diffuser à la chef de projet qui va ensuite être le contact privilégié du client pour toute la partie opérationnelle. Mais il est important que le commercial reste en chapeau de l'opération parce que c'est quand même le premier exposé. C'est lui qui a fait la vente, qui a créé des engagements, qui connaît aussi les intentions de l'annonceur avant la vente. Et voilà, et du coup, il reste quand même en contact. Une fois que l'opération est passée, est-ce qu'il y a un point sur les performances qui est organisé avec le client? Oui. Et est-ce que c'est un point auquel participe le commercial du coup? Oui, alors on va créer avec la chef de projet, on va faire le bilan. Elle va récupérer le maximum d'infos auprès de différents services. Il y a besoin d'avoir les informations sur le social media. Mais il y a un suivi aussi au fur et à mesure de l'OP. On regarde si les objectifs de performance sont atteints. Il y a toujours 1 ou 2 critères d'objectifs de performance qui sont importants dans ce que tu vends. Et puis, dans le concept que tu vas commercialiser. Et puis, on crée le bilan. Le bilan est envoyé au client, parfois parce qu'on est sur une petite opération et qu'il a juste besoin de connaître les performances et de savoir où on en est en fin d'opération, s'il y a besoin d'optimiser ou pas. La plupart du temps, ça se passe quand même bien, donc il n'y a pas on envoie ce bilan. Ou parfois, on peut faire bilan et présentation de bilan. Et là, le commercial, bien sûr, lui, toujours envoie le bilan. Il va faire la présentation de bilan avec la chef de projet si besoin. D'accord. Et tu as parlé d'indicateurs. En général, c'est quoi? C'est l'audience qui est touchée? Est-ce qu'on va plus loin en termes de produits qui sont effectivement achetés? Non, ça, c'est des données qui sont côté annonceur. Ça peut arriver que tu aies une visibilité sur l'efficacité, mais comme tu es rarement seul dans un plan média, il y a plein de facteurs et plein de bilans qu'il va recevoir qui vont aussi expliquer peut-être ses ventes, etc. C'est pas toi seul qui a un impact sur l'ensemble, comme je te disais tout à l'heure. En plus, si le produit n'est pas bon, tu peux avoir le meilleur plan marketing, tu seras pas au rendez-vous en termes de vente. Donc, on n'est pas lié à ça. Par contre, les objectifs de performance, c'est des choses qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire le nombre de vues si on crée une émission, les impressions ou le reach, le nombre de contacts exposés qu'on peut avoir. Ça, c'est des choses qu'on maîtrise à peu près. D'accord. Qu'on peut prévoir. Et c'est des choses que vous promettez aux clients quand ils choisissent de passer par là. C'est vraiment objectif de performance. Il faut toujours en définir 1 ou 2 qui permettent aussi de replacer le débat. Quand tu es en présentation de bilan, pour devoir définir aussi la pertinence d'une OP ou l'efficacité d'une OP. Il faut avoir ce truc-là. Parce qu'il peut y avoir plein de petits indicateurs autour qui sont plus ou moins positifs. Voilà, on a fait tant d'impressions, on a été exposé à tant de gens. Mais l'indicateur de performance principal est celui-ci. Et ça, on s'y tient, et ça va être aussi le leitmotiv et le fil rouge, on va dire, de l'opération pour chacun. Aujourd'hui, si tu peux les partager, c'est quoi les objectifs que tu vas donner à tes commerciaux? Est-ce que c'est du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est un nombre de clients développés? C'est décidé comment? C'est essentiellement chiffre d'affaires. Et je ne les mets pas dans les réflexions de marge à date. Ok, pour quelle raison? J'estime que c'est ma partie, ainsi qu'avec le directeur de production, et je donne des directives. Maintenant, je crée des tableaux de prévision de marge, etc. On a aussi des outils en interne pour faire le calcul réel de marge brute sur les opérations. Mais je vais donner cette directive-là, et je vais surtout la suivre. Donc, je vais accompagner les équipes en disant sur tel dossier, on est à telle marge respectée, puisque, comme tu le sais, tu peux faire des millions d'euros de chiffre d'affaires. Si les marges ne sont pas au rendez-vous, t'as perdu de l'argent. T'as perdu de l'argent, puis surtout, tu rajoutes une grosse dose de travail pour une rentabilité qui est moindre. Donc, autant faire bien les choses, bien servir tes partenaires, tes clients, tes annonceurs, et que tes taux de marge, le temps passé, le temps homme passé, etc., soient rentables sur la durée. Donc, surtout un objectif de chiffre d'affaires qui est, encore une fois, maîtrisé par moi derrière sur le côté marge. Et c'est individuel ou collectif? Je fais les deux. Je mets une partie individuelle et collectif aussi sur une partie de la prime parce que j'estime qu'il y a plein de sujets sur lesquels l'un peut servir l'autre. Je parlais de brand content et de display, c'est pas les mêmes commerciaux. L'important, c'est la réussite globale. Si un commercial en brand content a la capacité aussi d'intégrer une partie de display parce qu'il comprend que l'annonceur a envie d'avoir du display en complément, il faut qu'il puisse faire une passe décisive et qu'il y retrouve son intérêt. Parce que jouer sur le côté humain, oui, mais on est en équipe, ça fonctionne pas vraiment avec les gens. Ils y retrouvent toujours leur intérêt, ils se diraient, mais au lieu d'aller mettre 10 000 euros ou 20 000 euros en display, je préfère les récupérer en brand content. C'est très humain. Ah ouais. Je préfère les mettre dans mon panier, quitte à pas les prendre. Donc, bon, nous, c'est pas trop l'esprit, mais ça peut arriver dans des grandes structures. Tout le monde n'est pas ami entre commerciaux et tout le monde n'a pas le côté corporate en se disant, voilà,
Et comme chacun est lié à ses objectifs, donc il faut avoir toujours cette part de variable sur un objectif commun. Transition parfaite, si tu peux en parler. Aujourd'hui, comment sont rémunérés les commerciaux, fixes et variables? Fixe et variable, avec une part de variable, je suis pas sur les niveaux, il y a plusieurs années où tu avais 50-50, aujourd'hui tu as des fixes qui représentent souvent 80% et variables 20%. Ouais, c'est de plus en plus comme ça parce que c'est un effet générationnel aussi, et puis encore une fois la volatilité tu vois du marché, des usages, de tout ça fait que les commerciaux peuvent être réfractaires en se disant ouais mais 50-50 si je fais un mois à temps, et puis tu vois c'est dur de gérer la trésor et de se projeter. Donc à part si un truc super intéressant avec une offre qui a le vent dans le dos, tu vois, ça peut être intéressant un système de REM, mais il faut vraiment être sûr de toi parce que il y a aussi la possibilité de perdre tes commerciaux. Et quand tu vends des offres qui doivent être comprises, que tu défends un ADN, etc., mieux garder les gens sur le moyen long terme. Plutôt que de se dire, je veux qu'ils vendent dans tous les cas. Ça a aussi cette logique-là. C'est de se dire, si tu fais du 50-50, ton commercial, il peut vendre tout et n'importe quoi pour rentrer du chiffre. Parce qu'il est forcément plus désespéré, tu le mets dans une situation où il est beaucoup plus précaire, vulnérable. Lui, il se dit, l'important, c'est que je vende. Alors que nous, on veut y mettre aussi de comme on disait, tu vois, de l'ADN commun, de l'empathie. Peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir réadapter parce que les ditos veulent pas. Donc, faut pas créer de frustration non plus. Faut que ce soit challengeant, mais pas trop quand même, parce que c'est lié à l'activité que tu fais. Si tu avais un truc qui se vend super bien et qui ne demande aucune validation éditoriale demain, c'est juste vendre tel produit et qui est nécessaire et qui a le vent dans le dos, encore une fois, tu peux mettre du 50-50. Chacun se dira, oui, c'est faire parce que c'est... T'es sûr que ça va marcher, en fait. Puis surtout, le commercial n'a aucune barrière. Il se dit, moi, je peux vendre même 200 000. J'aurais personne pour me dire, non, attends, c'est trop ou c'est pas comme ça. Parlons de barrière, c'est déplafonné ou pas? On met l'objectif. On a une prime de dépassement. J'aime bien mettre des primes de dépassement parce que l'idée, c'est pas de dire l'objectif. On s'arrête là et on arrête l'année. Imaginons que tu l'aies fait en mois. Il fait ses objectifs en janvier, puis après, il fait plus rien. Ouais, je me dis, ouais, c'est cool, mais puis même lui, tu vois, en termes de projection, j'ai plus d'intérêt à vendre. Donc, non, prime de dépassement qui peut être capée, bien sûr, parce que sinon, tu vas éclater les chiffres, tu vois. Bon, après, on met un capping qui est cohérent, on n'est pas fou, mais... Il est à combien le capping en pourcentage? Parce que tu vois, on en parlait avec Eric là sur un des précédents épisodes et il disait, je crois, 300, 400 max. Ouais, ça dépend. Enfin, ça dépend des activités. Moi, je pourrais pas donner le chiffre là, mais en vérité, en fonction du secteur, je sais à peu près à quelle hauteur de chiffre d'affaires je vais stopper très concrètement la prime de dépassement. Parce que sinon, on s'envole sur des montants qui sont bien trop importants. Et souvent, on est réaliste quand même. Mais il faut qu'il y ait une prime de dépassement parce que tout travail mérite récompense sur ces métiers-là. Il y a des mots que j'entends souvent dans les épisodes. Et du coup, tu verses quand? C'est tous les mois, tous les trimestres? Alors nous, on a un système trimestriel avec rattrapage annuel. C'est-à-dire rattrapage annuel En fait, je pense que c'est compliqué, tu sais, souvent en début d'année de faire des objectifs. Là, dans le mode de fonctionnement qu'on a, c'est de se dire, sur le trimestre, tu n'as pas fait ton objectif. Donc, tu as ta prime à hauteur de temps. Parfois même il y a des régies qui disent on déclenche la prime s'il a fait 60% à partir de 60% de l'objectif, parce que tu sais que ça c'est lié au fait d'avoir des deals annuels, des choses comme ça qui sont déjà verrouillées. Par exemple, un commercial, si tu lui dis tu fais 20% de ton chiffre, tu touches 20% de ta prime. Sauf que tu as géré des deals annuels. Ouais, donc tu as un pipe qui est en cours. Qui assure déjà en pipe de 50% de son objectif. Lui, il sait qu'il aura 50% minimum. Donc, il y a pas d'intérêt. Moi, nous, on n'est pas comme ça. On lit le pourcentage au pourcentage d'atteinte d'objectifs qui est mis sur le papier. Cependant, si tu ne fais pas ton objectif sur le trimestre, donc tu vas toucher, tu as fait 60% de ton objectif, 60% de ta prime, mais à la fin de l'année, si cumulé, tu fais ton objectif annuel, on peut revenir sur l'ensemble de l'année et se remettre à niveau pour dire, voilà, si tu as fait 100% en fait au final à la fin de l'année, puisque tu as fait un très gros dernier trimestre, il est logique que tu puisses rattraper l'objectif que tu n'as pas fait en trimestre, puisque c'est un peu nous qui avons fixé aussi les objectifs. Ouais, d'accord. Bon, c'est très juste. Ouais, puis ça paraît cohérent par rapport à l'objectif global que tu donnes sur l'année complète.
Tout à l'heure, tu as parlé d'outils de Salesforce. Ouais. Vous utilisez un CRM en particulier? Est-ce que c'est celui-ci? Non, à date, pas besoin, parce qu'on est encore une structure taille humaine. Je pense que tu peux rentrer sur un outil. Après, il y a différentes fonctionnalités sur Salesforce, mais quand tu commences à avoir un niveau, il y a 2 avantages sur Salesforce. C'est que si tu as une grosse équipe, ça te permet d'avoir un outil commun de suivi. Parce qu'aujourd'hui, je suis sur le tableau de suivi CA avec notre réunion commerciale qui est sur Excel, qui est très bien tenu, qui fait vraiment le travail. Demain, quand tu commences à avoir des gros montants, très très gros montants, et surtout des équipes commerciales qui sont assez importantes aussi, tu te dois d'avoir cet outil-là qui va te permettre d'avoir à la fois le nombre de rendez-vous, le chiffre d'affaires généré, etc., le pipe en cours. Et voilà, et tu peux utiliser ça. Tu peux aussi avoir des outils de pige d'investissement média pour connaître ce qui est investi sur le marché, sur tel et tel média, par telle et telle typologie d'annonceurs ou de secteur. Ouais. Ça va te permettre aussi de construire ton plan d'action. Si tu sais que le secteur lifestyle investit énormément sur des médias moins de 30 ans, tu te dis, tiens, je suis passé à côté d'un truc l'année dernière, où tel annonceur a mis énormément d'argent sur mon concurrent principal. Et là, ça peut être aussi important. Et puis le 3e niveau, ça va être la pige concurrentielle qui peut être faite aussi par les outils, tout bêtement, de s'abonner à des médias référents sur ton activité. Aussi, style stratégie pour la com, et de suivre ça au quotidien. Mais pour le donner à tes commerciaux, c'est un outil qui est payant. Donc tous ces petits outils-là sont importants pour le suivi commercial, on va dire. Et vous n'utilisez pas d'autres outils là pour faire les propals, où on est sur des choses assez classiques? Ensuite, on est sur du classique, sur du keynote. Tu peux avoir aussi des récaps d'opérations qui sont avec des outils style PlayPlay, tu vois, qui mettent en avant les propals. Voilà, ce que tu as fait, les bilans de tes OP, etc., pour les rendre un peu plus dynamiques, un peu plus sympas. Puis après, on a aussi la créativité en interne. On fait des réels et des stories toute la journée. Donc si on a envie de mettre en avant une belle opération, tu vois, on va utiliser ça aussi, les forces en interne. Et si un autre outil aussi qui est important de communication interne, alors WhatsApp c'est beaucoup développé maintenant avec les groupes et tout, tu vois, mais on essaie de pas trop l'utiliser sur les documents. Partage de documents, c'est plus du Slack. En termes de gestion de projet, Slack c'est parfait pour communiquer avec entre les différentes équipes sur différents sujets. Ouais, et puis pour sortir du mail, c'est un petit peu... Exactement. C'est la base. Ouais. Quoi. Moi, j'aimais bien Teams aussi, mais voilà, ça c'est encore un autre niveau d'outil, surtout quand tu es en télétravail, tu as besoin de communiquer avec tout le monde. Je rentrais beaucoup dans la partie chiffres, mais il y a 2-3 questions que je t'ai pas posées. Oui. Le cycle de vente, il dure combien de temps à peu près? Dans les opérations brand content, la plupart du temps, tu te dis souvent que ton chiffre doit être fait à 3 mois ou 6 mois. Pourquoi? Parce que tu as des temps de prod qui sont assez longs et souvent, tu vas chercher un budget marketing où tu parles de l'OP en juin et ça va se réaliser en septembre. Ça, c'est le modèle assez classique pour beaucoup de régies. Et puis après, tu as ce côté agilité. Je te disais tout à l'heure, si sur des petites régies, tu peux être plus réactif. Et c'est aussi pour ça qu'on vient de voir. Donc parfois, ça peut nous arriver d'avoir un brief à 2-3 semaines de l'événement ou de la problématique et de pouvoir construire quelque chose en réactivité avec nos équipes internes pour produire assez rapidement. Ouais, donc c'est surtout sur de l'entrant, mais quand tu dois aller chercher, bah forcément, ça met un petit peu plus c'est ça. De temps. Il y a des temps de vente, puis après, tout dépend aussi de l'ambition de l'opération que tu mets en place. Le panier moyen, il est de combien chez Bouscapé? Ça peut aller, très honnêtement, de 10 000 euros jusqu'à des 300 000, 400 000, tu vois, voire plus sur certains deals, parce que ça dépend de la période, ça dépend encore une fois du reach ou du volume vendu. C'est assez complet, on a des briefs avec différentes enveloppes budgétaires. Ouais, tout dépend de l'ambition en fait, mais on est capable d'y répondre. Ça c'est côté positif du truc. Ouais, que vous construisez à chaque fois en fonction du budget, des moyens, des objectifs des marques. Et c'est intéressant, je pense, hein, notamment s'il y a des marques qui nous écoutent, qu'elles puissent savoir, ok, en fait, je peux travailler avec Bouscapé. Ah ouais, bien sûr. Ça, tu vois, quand c'est des opérations sur 2 jours, ça peut être ça aussi. On a déjà eu ça, du drive to store pour tel ou tel événement. Voilà. Donc, je te dis, les 3 points importants, c'est BPC, hein, budget... période cible. Donc, une fois que tu as ça, tu construis, tu préconises le plus efficace.
Donc les budgets peuvent être extensibles. Si on te demande de travailler sur un an, avec des grosses ambitions, c'est sûr que tu vas pas répondre à 10 000 €. Que ce soit bien clair. Non, mais tu peux essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, mais c'est pas toujours faisable. Vaut mieux être honnête. Tu sais, quand tu sens que t'es pas dans le truc, tu dis voilà, non, c'est pas faisable versus ses ambitions. Puis tu préconises un truc peut-être plus simple, mais qui peut être aussi efficace. Tiens, d'ailleurs, vous avez une personne au marketing qui vous aide à aller chercher des clients ou vous êtes bouscapé, vous avez des commerciaux, on va chercher nous-mêmes? Non, on va chercher nous-mêmes. Il y a à la fois de l'appel entrant, il y a aussi notre capacité, et ça, ce qu'on développe de plus en plus, c'est d'être présent via LinkedIn sur les mises en avant. C'est un truc sur lequel on va plus travailler cette année, mise en avant de ce qu'on fait en fait, qui on est. Et des meilleurs OP qu'on a pu mettre en place, parce que parfois ça surprend les gens. Ah, vous avez fait telle chose et telle chose. C'est se faire connaître encore une fois. C'est le premier truc que j'ai dit à Aman. J'ai dit, je pense qu'il y a une super base. Il y a très 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 belles choses qui ont été mises en place. Maintenant, quand je fais les sondages, je vais en agence créa faire des plénières. Agence créa, donc qui vraiment eux sont au centre de la créativité pour les annonceurs. Ils sont hyper curieux, hein, connaissent tout, ils ont sur la créativité, sur tout ça, ils ont pas de blocage, tu vois, ils sont hyper ouverts, ils ont une écoute attentive et tout, et tu fais le sondage et t'as 50% des gens qui connaissent Bouscapé, souvent parce qu'ils ont moins de 35 ans, puis t'as les autres, non, on est passé à côté. Et au final, je me dis, c'est bien, parce qu'il y a encore... Il y a encore un territoire des gens à conquérir. Exactement. Faut optimiser ça, la communication externe. Ok, très cool. Je pense qu'on a fait un bon tour sur Bouscapé, ton parcours, le business model, les équipes de vente. Est-ce que pour finir, tu pourrais me pitcher en 2-3 phrases Bouscapé? Bouscapé, leader des médias... hip-hop, musique, lifestyle, entertainment au sens large sur les moins de 30. Très social, très en ADN avec cette cible, avec les sujets du moment, à la fois sociétaux mais aussi divertissement. Et puis avec un engagement qui est fort. Et ça, je pense que c'est le vrai différence avec d'autres médias, c'est de travailler sur de l'amplification organique. Tout ce qu'on propose est validé par l'édito et diffusé naturellement sur nos réseaux sociaux. Ce qui est très très rare dans beaucoup de médias, puisqu'ils vont faire des opérations brand content que tu ne verras que par le biais de la publicité. Soit en sponsorisé avec la petite mention sponsorisé sur Facebook ou sur Instagram, et très peu assumé par les marques médias. Ce qui n'est pas le cas chez Bouscapé. C'est pour ça qu'on est parfois aussi un peu exigeant ou créatif, ou qu'on aime bien discuter des concepts avec les annonceurs. Parce qu'on y amène notre patte organique. Une opération dont tu as été fier chez Bouscapé? Très honnêtement, toutes. Et c'est pas de la langue de bois, c'est que j'ai souvent cette réflexion-là. En sport, c'est facile de dire je suis performant sur tel match, je suis performant sur telle saison, etc. parce que tu as des critères très ficelés, puis tu as des experts qui vont en plus noter les critères, les machins. Honnêtement, ce qu'on fait, tout ce qu'on prend, tout ce qu'on peut faire, j'y trouve un intérêt, et je vais pas mettre quelque chose au-dessus de l'autre, parce que déjà, ce serait pas cool par rapport à tous les annonceurs qui nous font confiance. Et le challenge, il est aussi intéressant de travailler sur une petite sortie film, tu vois, ou autre, que sur une grosse problématique pour un gros annonceur. Parce que t'y mets le même engouement, t'y mets la même énergie. Tout ça, je le dis parce que je suis passé aussi par des moments où, tu sais, quand t'es dans le bâtiment, sur des chantiers à telle heure ou telle heure, c'est pas une question de se plaindre, c'est hyper intéressant. Mais tu te dis, ça va, c'est cool quand même la pub. Ouais. Tu vois ? Ouais. Je veux dire, on arrive, on est dans des bonnes conditions, on est créatif, on plaisante, on parle de sujets d'actualité. Alors peut-être parfois ça manque un peu de concret, tu vois, contrairement à quand tu construis une maison, des murs et tout ça, avec un projet qui se finalise comme ça. Mais en fait, on n'a pas de raison de se plaindre. Donc tous les projets, c'est cool, on y va, on y met de la créativité, et tout ça fait avancer la machine en fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup Yoann. Merci beaucoup pour d'être venu, et je t'en prie, et pour nous avoir livré tout ça, c'était super intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses, donc plein de bonnes choses pour le podcast et pour la suite. Merci beaucoup. Et très fier d'avoir pu participer. À très vite. Bye. Salut. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode.
J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.